Des éclairs de lumière verte déchirent la nuit. Une scène d'horreur sous ses yeux, les cadavres de ses parents gisant sur le sol. Seul lui survit à ce massacre avec une simple cicatrice sur le front. Il est retrouvé et escorté jusqu'aux ruelles de Private Drive pour être remis à sa nouvelle famille. Celui qui deviendra tristement célèbre, celui qui a survécu. 11 ans après son tragique début de vie, Harry Potter est recueilli de bon cœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia. Il le traite avec douceur et amour, comme s'il avait toujours fait partie de leur famille. Pas du tout. Non, son oncle et sa tante le prennent pour un moins que rien et laissent son cousin Dudley le maltraiter dès qu'il en a l'occasion. En réalité, c'est comme si les Dursley n'étaient pas au courant de son histoire. Ni même Harry. Mais ce qui les énerve le plus, c'est de paraître anormaux aux yeux de leurs voisins. Et des phénomènes bizarres, il s'en passe pas mal autour d'Harry. Le pire arrive lors d'une sortie au zoo pour l'anniversaire de Dudley. Ce mongol tape la vitre de l'enclos d'un serpent pour essayer d'avoir son attention. Harry s'excuse auprès du reptile, qui a l'air de le comprendre. Comme par magie, la vitre disparaît, Dudley tombe dans l'enclos et le serpent s'enfuit en remerciant Harry. L'oncle Vernon est hors de lui. De retour chez eux, il enferme direct Harry dans son placard à balai. Mais les Dursley ne sont pas au bout de leur surprise. Quelques jours plus tard, notre héros ramasse le courrier et tombe sur une lettre adressée à Monsieur Harry Potter dans le placard sous l'escalier 4 Private Drive, Little Winging. Son oncle Vernon lui confisque tout de suite la lettre. Il comprend qu'elle vient de l'école de sorcellerie Poudlard. Mais les jours suivants, les Dursley finissent envahis de lettres et décident de s'enfuir dans une maison abandonnée au beau milieu de la mer. Mais ça ne les aidera pas. La nuit de l'anniversaire d'Harry, une énorme silhouette fait irruption. C'est Hagrid, le demi-géant qui a remis bébé Harry aux Dursley. Il vient le chercher pour l'emmener à Poudlard. Harry est un sorcier. C'était bien des lettres d'admission. Et en réalité, son oncle et sa tante étaient au courant. Mais en le recueillant, ils s'étaient promis d'en finir avec cette magie et lui ont fait croire que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Hagrid est scandalisé. Harry n'a pas besoin de trop y réfléchir, il accepte de suivre Hagrid direction Poudlard. Mais avant tout, il doit acheter toutes ses fournitures de sorcier. Il faut savoir que tout le monde magique est caché des moldus, personnes sans pouvoir magique. Pour trouver des fournitures scolaires adaptées, Hagrid l'emmène dans une allée cachée des moldus, le chemin de traverse. Ils se rendent à la banque des sorciers où Harry découvre tout l'or qu'il a hérité de ses parents. Hagrid récupère même dans un autre coffre de la banque un mystérieux paquet. En continuant les boutiques, Harry se rend compte de sa célébrité dans le monde des sorciers. Tout le monde le reconnaît. Il finit par cocher toute sa liste de fournitures et il ne manque plus que la baguette magique. Il se rend chez Ollivander et une baguette toute particulière le choisit. Une baguette contenant une plume de phénix. Ce qui est étonnant car la seule autre baguette qui contient une plume de ce même phénix est celle qui lui a fait sa légendaire cicatrice. Et ce n'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, mais bien la baguette qui choisit son sorcier. Hagrid lui offrira même pour son anniversaire une chouette Harfang des Neiges qu'Harry nommera Hedwige. Le soir venu, Hagrid trouvera enfin le courage de lui expliquer l'origine de sa célébrité. Il y a une dizaine d'années, un mage a mal tourné, très mal tourné. Tout le monde craignait ne serait-ce que de prononcer son nom, préférant le surnommer vous savez qui. Seuls les plus courageux ou ses fidèles partisans osaient le dire, Voldemort. Quiconque lui résistait était tué. Et ce soir-là, les parents d'Harry ont essayé de se défendre, mais aucun de ceux qu'il avait décidé de tuer n'avait survécu. Aucun, sauf Harry. Quelque chose en lui l'a réduit à néant cette nuit-là. C'est pour cela qu'il est célèbre. Harry a délivré le monde des sorciers de la terreur de Voldemort alors qu'il n'était qu'un bébé. Aujourd'hui, on dit qu'il est mort, mais Hagrid n'y croit pas. Il pense qu'il est juste trop faible pour se montrer à nouveau. Après ces révélations, Hagrid doit y aller. Il remet à Harry son billet de train voie numéro 9 3/4 direction Poudlard. Hagrid doit remettre en urgence le mystérieux paquet au directeur de l'école, Albus Dumbledore. C'est une famille de sorciers qui va aider Harry à se rendre à cette voie 9 3/4 si spéciale. Il suffit de foncer droit à travers le mur entre les voies 9 et 10. Ouais, ils sont tordus des fois les sorciers. À bord du train, Harry fait la connaissance du benjamin de la famille, Ron Weasley, avec qui il se lie immédiatement d'amitié. Ils vont passer tout le trajet à s'empiffrer de bonbons et leur discussion ne sera interrompue que par Hermione Granger, une sorcière d'origine moldue. Ouais, ça existe. On en reparlera juste après. Mais les deux garçons trouvent la fille un peu hautaine. Arrivé au magnifique château de Poudlard, un certain Drago Malfoy se présente aussi à Harry. Mais lui est du genre arrogant et n'hésite pas à rabaisser Ron. Évidemment, Harry refuse sa poignée de main et la cérémonie de la répartition commence. En fait, les élèves sont répartis à leur arrivée dans les 4 maisons de Poudlard. Gryffondor, Poufsouffle,
Cerf d'Aigle et Serpentard. C'est le Choixpeau qui s'en charge. C'est le chapeau de Godric Gryffondor, l'un des 4 fondateurs de l'école. Il l'a ensorcelé et nommé le Choixpeau pour qu'il fasse la répartition des futurs élèves de Poudlard en fonction de leur aptitude et de leur caractère. D'ailleurs, on verra juste après l'origine de Poudlard et ses 3 autres fondateurs. Pour Harry, le Choixpeau a longuement hésité avec Serpentard, mais il accepte finalement la demande d'Harry de le placer à Gryffondor avec Ron et Hermione. Drago Malfoy, lui, a été mis à Serpentard par contre. Ils vont rapidement se détester avec Harry, tout comme avec le directeur de Serpentard, le professeur Rogue, qui s'amuse à ridiculiser notre héros en plein cours de potions avec des questions impossibles à répondre. Imaginez un peu, vous rentrez tout juste dans une école de sorcellerie et on vous demande qu'obtient-on en mélangeant de la racine d'Asmodèle en poudre à une infusion d'armoise. On sait pas, hein. Mais on verra plus tard dans la vidéo que ces questions cachaient un double sens dingue. Le soir d'Halloween, après leur premier cours de sortilège, Ron se manque méchamment d'Hermione, qui est toujours plus brillante que lui. Elle part se cacher dans les toilettes des filles pour pleurer, mais au même moment, un troll des montagnes s'introduit dans le château. Hermione tombe nez à nez avec le monstre. Les 2 garçons partent à son secours et parviennent à l'assommer in extremis. Il s'excuse auprès d'Hermione et c'est à partir de cet événement que le trio devient inséparable. Ensemble, ils vont même tomber sur un autre monstre au 3e étage interdit par Dumbledore, un énorme chien à 3 têtes. Bon, lui pour le coup, il a l'air imbattable et surtout, il a l'air de protéger une trappe. Mais je ne vous ai pas encore parlé d'un truc hyper important à Poudlard, le sport magique le plus connu du monde des sorciers, le Quidditch. Et oui, alors que Malfoy s'amuse à lancer un objet de leur camarade Neville, Harry découvre ses talents hérités de son père pendant leur premier cours de vol. Il fonce à toute allure pour le récupérer. Le professeur McGonagall, la directrice de sa maison, va le repérer et le nommer attrapeur de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. C'est inédit pour son âge. Ce n'est arrivé à personne d'autre en un siècle. Elle lui offrira même un Nimbus 2000 pour l'occasion, le balai le plus rapide du monde. Mais du coup, c'est quoi le Quidditch? Alors c'est très simple, chaque équipe a 7 joueurs, 3 poursuiveurs, 2 batteurs, un gardien et un attrapeur. Et il y a 3 sortes de balles. Le soif que les poursuiveurs se passent pour essayer de marquer à travers l'un des 3 cercles adverses. Ensuite, il y a les cognards. Il y en a 2 par match et leur but c'est de cogner les joueurs adverses. Ça peut être très violent, ouais. Mais les batteurs sont là pour dévier les trajectoires des cognards et protéger leurs coéquipiers. Mais Harry, lui, c'est un attrapeur. Son seul but, c'est d'attraper la dernière balle, le vif d'or. Elle va si vite qu'il est presque impossible de la voir. Mais si un but classique avec le soif le donne 10 points, réussir à attraper le vif d'or fait gagner 150 points d'un coup. C'est d'ailleurs le seul moyen de mettre fin au match. Il faut bien anticiper son coup, mais généralement, c'est la victoire assurée. Et justement, durant son premier match, Harry arrive à l'attraper, mais c'est -1. Rogue tentait de faire tomber Harry de son balai en murmurant des formules magiques. Heureusement, Hermione l'a sauvé en enflammant la cape de Rogue. Notre trio en parle vite à Hagrid, mais surtout, ils font le lien entre une blessure à la jambe de Rogue, le chien à 3 têtes et cette tentative de meurtre. Ils sont certains que Rogue veut voler ce qui se cache sous la trappe. Hagrid leur dit que ça ne les regarde pas. Il dévoile malgré lui que le chien renferme un secret qui ne regarde que Dumbledore et Nicolas Flamel. Eh ben, merci Hagrid de faire avancer le scénario si rapidement. Le matin de Noël, Harry reçoit pour la première fois des cadeaux. Et pas des moindres. L'un d'eux est une cape d'invisibilité. Elle appartenait à son papa. Et il ne perd pas une seconde pour l'essayer. Il va chercher dans la réserve interdite de la bibliothèque de l'école des infos sur ce fameux Nicolas Flamel. Mais il ne trouve rien d'intéressant. Ce n'est qu'au retour de vacances d'Hermione que le trio apprend que Nicolas Flamel est un célèbre alchimiste. Le seul à avoir créé la pierre philosophale. Elle produit l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Maintenant, ils en sont certains. C'est ça que protège le chien à 3 têtes au 3e étage. Le trio fonce voir Hagrid pour leur annoncer leur découverte. Mais ils se font interrompre par son œuf de dragon qui se met à éclore. Ils se font même surprendre par Malfoy qui les dénonce à McGonagall. Ils vont tous les 4 se prendre une retenue. Ouais, les 4, même Malfoy. Bien fait pour lui. Mais c'est pas une petite retenue de moldu où tu copies des lignes. Non, ils sont envoyés dans la forêt interdite. Ils ont 11 ans pour rappel. Ils seront quand même accompagnés d'Hagrid où ils ont pour mission de retrouver une licorne blessée. C'est Harry et Malfoy qui vont tomber dessus en train de se faire sucer le sang par une mystérieuse créature. Elle attaque Harry, mais il se fait
protégé par un centaure du nom de Firenze. Il connaît notre héros et lui annonce que l'entité n'était autre que Voldemort. Maintenant, Harry et ses deux amis pensent que Rogue veut voler la pierre pour la remettre à Voldemort pour qu'il retrouve ses pouvoirs. Quelques jours plus tard, lors d'une discussion avec Hagrid, nos héros vont apprendre qu'il avait involontairement vendu l'œuf de dragon contre le secret permettant de passer devant le chien à trois têtes. Il suffirait de lui jouer un air de musique pour qu'il s'endorme. C'est pas possible, il a tout fait pour aider Rogue. Surtout que Dumbledore, le seul homme que Voldemort ait jamais craint, est en mission hors de Poudlard. Ils craignent que c'est ce soir que tout va se jouer. Et ils ont raison, le soir même, ils retrouvent le chien à trois têtes déjà endormi par une harpe ensorcelée. Rogue les a devancés. Après des racines étrangleuses et des centaines de clés volants qui leur fonçaient dessus, nos héros arrivent devant la dernière épreuve qui protège la pierre. Un jeu d'échecs magique géant. Ils sont obligés de gagner la partie s'ils veulent passer. C'est hyper violent. Bon, après, je comprends toujours pas pourquoi ils sont mis à la place des pions et ne donnaient pas les ordres à l'abri. Mais bon, comme ça, Harry peut continuer tout seul en bon héros pendant qu'Hermione s'occupe d'un Ron assommé. La prochaine salle dévoile le professeur Quirrell, leur professeur de défense contre les forces du mal. C'était lui qui aidait Voldemort, pas Rogue. Rogue ne tentait que de protéger Harry. Voldemort vit comme un parasite dans le corps de Quirrell. Il veut voler la pierre philosophale pour retrouver ses forces. Pierre qui apparaît dans la poche d'Harry. Quirrell s'en rend compte et tente de le tuer pour s'en emparer. Mais au contact d'Harry, Quirrell brûle. Harry le réduit en cendres, mais l'esprit de Voldemort lui fonce au travers en prenant la fuite. Harry s'évanouit et se réveille à l'infirmerie de l'école. C'est Dumbledore qui sera là à son réveil. Il lui explique que la pierre ne pouvait apparaître qu'à celui qui voulait la trouver et non pas se servir de ses pouvoirs. Harry apprend aussi que si Quirrell, et donc Voldemort, ne pouvait pas le toucher, c'est grâce à sa mère. Son sacrifice lui a offert une protection que Voldemort ne peut pas comprendre. On en apprendra plus sur cette protection tout au long de la vidéo. Mais une fois remis sur pied, Harry retrouve ses amis sains et saufs. Notre trio fait même gagner la coupe des 4 maisons à Gryffondor grâce à leur prouesse. Ouais, en fait, il y a tout un système de points gagnés et perdus pour ta maison en fonction de ton comportement. Et à la fin, la maison qui en a le plus gagne cette coupe. Bon, en vrai, je vous avoue qu'elle sert un peu à rien, mais bon. Avant que le train ne reparte, Hagrid offre à Harry un livre de photos souvenirs. Leur première année à Poudlard prend fin et le cœur lourd, Harry retourne chez les Dursley pour un été qui s'annonce déjà bien trop long. Et justement, quelques mois plus tard, Harry ne voit pas le bout de ses fichues vacances d'été. Mais la veille de son anniversaire, un elfe de maison nommé Dobby vient le mettre en garde. Il ne doit pas retourner à Poudlard cette année car un énorme danger l'attend là-bas. Harry ne veut pas l'écouter, c'est là-bas sa vraie maison. Mais Dobby lui force la main en utilisant la magie devant les Dursley. Ça crée bien des ennuis à Harry et son oncle Vernon l'emprisonne pour qu'il ne retourne plus jamais à Poudlard. Mais le soir, Harry est réveillé par une voiture volante. C'est Ron et ses frères qui viennent le sauver. Il passe le reste des vacances au terrier, la maison des Weasley. Il va faire la rencontre de la petite dernière, Ginny. Elle va faire sa rentrée en première année à Poudlard, mais elle est toute gênée devant Harry. Elle est amoureuse. Alors qu'ils partaient acheter leur fourniture pour la rentrée avec une technique de téléportation magique, Harry finit par erreur dans l'inquiétante boutique de Barjo et Burke, dans l'allée des embrumes. Hagrid, qui passait dans le coin, le ramène en sécurité au chemin de traverse. Harry retrouve Hermione et les Weasley où il découvre le célèbre écrivain Gilderoy Lockhart. Tous les livres de cette année viennent de lui, mais en essayant de sortir de la boutique, nos héros sont malmenés par Drago et son père Lucius Malfoy. Ils critiquent Hermione à cause de ses parents moldus et aussi Ron et Ginny qui ne peuvent s'offrir que des livres d'occasion pour la rentrée. Il rend les livres de Ginny et tout le monde s'en va. Il ne faudrait pas rater le Poudlard Express. Tous les Weasley traversent le mur entre la voie 9 et 10, autour de Ron et Harry. Et bang! Le passage est bloqué. Ils ont raté le départ du train. Il leur vient alors l'idée folle d'utiliser la voiture volante. Ils arrivent tant bien que mal à rattraper le train et atterrissent dans les branches du sol cogneur. Un arbre de l'école pas très accueillant qui défonce la voiture et la baguette de Ron. La voiture en a marre, elle éjecte nos deux héros et elle s'en va dans la forêt. Ils vont se faire gronder bien comme il faut par Rogue, Dumbledore et McGonagall. Ils vont recevoir une retenue et Ron aura aussi une beuglante de sa mère. Une lettre horrible qui prend sa voix pour le disputer devant tout le monde. Bon, ça y est, ils peuvent enfin commencer leur première journée de cours. Et pas des moindres, c'est avec le fameux Gilderoy Lockhart. Mais à part avoir un énorme ego et perdre le contrôle du cours en libérant de vulgaires lutins de Cornouailles, il a pas l'air bien compétent. Peu après, nos héros sont une nouvelle fois embêtés par Drago Malfoy. Son père a acheté les balais dernier cri Nimbus 2001 à toute son équipe de Serpentards. Hermione les traite grosso modo de pay to win et Drago l'insulte de sang de bourbe. Ron veut le faire payer,
mais son sort de crash limace se retourne contre lui. Bah ouais, il a une baguette toute pétée. Le trio se rend chez Hagrid le temps que le sort de Ron passe. Il explique que sang de bourbe veut dire sang impur, car les parents d'Hermione sont des moldus. Certaines familles, comme les Malfoy, estiment qu'elles valent plus que des lignées qui ne sont 100% sorcières comme eux. Ouais, c'est une façon de penser qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le soir, alors qu'Harry fait une retenue bien spéciale avec Lockhart, où il l'aide à répondre à ses admirateurs, il entend une voix mystérieuse et sifflante. À la fin de sa retenue, il l'entend de nouveau et tente de la suivre. Avec Ron et Hermione, il tombe sur le corps pétrifié de Miss Teigne, la chatte du concierge Rusard, devant un message écrit en lettres de sang. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Le lendemain, les élèves n'arrivent pas à suivre le cours et demandent à McGonagall plus d'informations sur la chambre des secrets. Poudlard a été fondé il y a plus de 1000 ans par les 4 plus grands sorciers et sorcières de l'époque. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Les 3 travaillaient ensemble dans une parfaite harmonie, mais pas le 4e. Serpentard voulait réserver le savoir magique de Poudlard aux familles 100% sorcières, au sang pur. Mais les 3 autres n'étaient pas d'accord. Il décida donc de quitter l'école, mais d'après la légende, Salazar Serpentard aurait aménagé dans le château une salle secrète, la chambre des secrets, dont seul son authentique héritier aurait le pouvoir d'ouvrir et de lâcher la chose horrible qu'elle contient. Ce serait un monstre que seul l'héritier de Serpentard pourrait contrôler dans le but d'éliminer de l'école tous les enfants de Moldus. Waouh, grosse ambiance, hein. Mais McGonagall assure que le château a été fouillé de nombreuses fois et qu'aucune chambre de la sorte n'a été découverte. Nos héros, eux, pensent qu'elle existe bien et soupçonnent très vite Malfoy d'être l'héritier de Serpentard. Ah ouais, vu comment il traite les enfants de Moldus, ils veulent lui tendre un piège pour le faire avouer. Mais pour ça, ils doivent préparer du polynectar, une potion qui permet de se transformer pendant 1 heure en la personne de son choix. En prenant l'apparence de ses amis Crabbe et Goyle, ce serait parfait, mais la préparation prend 1 mois à se faire. Ils la feront dans les toilettes des filles. Personne ne pourra les embêter là-bas, car elles sont désertées à cause du fantôme de Mimi Géniard. En attendant, Gryffondor dispute un nouveau match de Quidditch contre les Serpentards. Harry est pris pour cible par un cognard fou qui ne les lâche pas. Il arrive quand même à s'emparer du vif d'or dans un duel acharné contre Drago Malfoy, le nouvel attrapeur de Serpentard. Mais une victoire amère, car Harry s'est fait casser le bras par le cognard fou. Il est obligé de passer la nuit à l'infirmerie. En plus, il se fera réveiller par la voix sifflante avant que Dobby ne le fasse sursauter. Il est encore plus inquiet pour Harry. Il avoue que c'est lui qui a bloqué le passage de la voie 9 3/4 et même trafiqué le cognard pour le pousser à retourner chez lui. Non mais sérieux, c'est à cause d'un vrai complot qu'Harry ne devait pas retourner à Poudlard ou juste à cause de Dobby? Harry le menace, mais Dobby disparaît. Dumbledore et McGonagall arrivent avec Colin, un enfant de Moldu pétrifié. Dumbledore affirme que les élèves courent un grand danger. La chambre des secrets a bel et bien été ouverte de nouveau. Avec ces sombres événements à Poudlard, Lockhart ouvre, avec l'accord de Dumbledore et l'aide de Rogue, un club de duel pour entraîner les élèves à se battre. Il désigne Harry et Malfoy pour faire un premier entraînement, mais c'est un véritable duel qui commence. Malfoy fait apparaître un serpent sur le terrain. Seulement, Harry se met à lui parler dans une langue très étrange, une langue sifflée, comme pour contrôler le serpent. Rogue est confus et réduit vite le serpent en cendres avant que ça ne tourne mal. Harry est un fourche-langue, c'est un don très rare. Salazar Serpentard était connu pour le parler. Maintenant, tout le monde va croire que c'est Harry l'héritier de Serpentard. Surtout que peu de temps après, c'est Harry qui va tomber sur un nouveau corps pétrifié. Il est de plus en plus suspect. McGonagall l'envoie à Dumbledore. Il assiste dans son bureau à la combustion de Fumsec, le phénix dit directeur. Mais il va renaître de ses cendres. Et Dumbledore lui explique que les phénix ont même des larmes au grand pouvoir de guérison et peuvent porter des charges très lourdes. Et il libère Harry. Il le sait innocent. La neige s'installe à Poudlard tandis qu'Hermione annonce qu'elle a fini la préparation du polynectar. Nos héros boivent la potion et partent interroger Drago. Sous l'apparence de Crabbe et Goyle, ils retrouvent Malfoy et parviennent à l'interroger sur la chambre des secrets. Bon, c'est pas lui l'héritier de Serpentard, mais ils apprennent que la chambre a bien été ouverte il y a 50 ans, même qu'une enfant de Moldu avait été tuée. Plus tard, Harry tombe sur un mystérieux journal intime qui a été jeté sur Mimi Géniard. Il appartient à un certain Tom Elvis Jedusor, qui le possédait il y a 50 ans. Il part l'examiner au calme, mais toutes les pages sont vierges. Il parvient tout de même à entrer en conversation avec Tom en écrivant dans le journal. Le livre aspire Harry, il est plongé dans le Poudlard d'il y a 50 ans. Tom lui montre que le monstre qui s'attaque aux élèves n'est autre qu'une araignée géante d'Hagrid. Jedusor l'a dénoncé et l'a fait renvoyer. Harry est choqué. Dès le lendemain,
il révèle tout à Ron et Hermione. Mais le trio a du mal à voir Hagrid, gentil comme il est, lâcher une araignée géante sur des enfants de Moldus. Ils se font sortir de leurs pensées par Neville. Le dortoir a été saccagé et le journal de Tom Jedusor a été volé. Et nos héros vont être encore plus mis à l'épreuve. Quelques jours plus tard, le professeur McGonagall apprend à Harry et Ron qu'Hermione a à son tour été retrouvée pétrifiée. Un couvre-feu est mis en place, mais les deux garçons sont décidés. Ils ressortent la cape d'invisibilité pour interroger Hagrid. Mais à peine sont-ils arrivés que de nouvelles personnes toquent à sa cabane. Dumbledore entre en compagnie du ministre de la magie, Cornelius Fudge. Il vient arrêter Hagrid, bien qu'il n'ait pas encore de preuves, son passé ne joue pas en sa faveur. Et comme si ça ne suffisait pas, Lucius Malfoy débarque à son tour avec une lettre du conseil d'administration. Dumbledore est suspendu de ses fonctions de directeur. Aïe 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 aïe. Ouais, maintenant ça va être des morts qu'il va y avoir. Juste avant d'être emmené à Azkaban, la prison des sorciers, Hagrid laisse un indice à nos deux héros. Il faudrait suivre les araignées. Faute de mieux, Harry et Ron s'exécutent et s'enfoncent dans la forêt interdite. Ouais, désolé Ron et tous les arachnophobes, mais ils vont faire face à Aragog, la gigantesque araignée d'Hagrid. Elle nie être le monstre qui a attaqué les élèves. En réalité, ce serait plutôt une autre créature que les araignées craignent par-dessus tout. Ne serait-ce que de dire son nom. Cette fois c'est sûr, Hagrid est innocent. Bon, et puis après tout, ça reste une araignée géante à qui il cause. D'un coup, Aragog autorise ses petits à bouffer Harry et Ron. Ils prennent la fuite et sont sauvés juste à temps par la voiture des Weasley. Bon, je vous épargne toute cette séquence d'horreur si vous n'aimez pas les araignées. Tout le monde s'en portera mieux. En tout cas, sachez qu'ils en sortent indemnes. Le lendemain, alors qu'il rend des visites à Hermione, Harry trouve dans sa main une page arrachée. Hermione avait compris qui était le monstre. C'est un basilic, un serpent gigantesque pouvant vivre des centaines d'années. Il tue en un regard et les araignées s'enfuient devant lui. Tout colle. C'est pour ça qu'Harry l'entend murmurer. Ils en déduisent même les pétrifications. Les victimes ont tous croisé son regard à travers quelque chose. Un appareil photo, un fantôme, un miroir et le reflet de l'eau. Mais aussi le meurtre d'il y a 50 ans dans les toilettes des filles. Elle pourrait encore y être. C'est Mimi Géniarde. Ils foncent la voir mais sont arrêtés en chemin par des professeurs. Il y a un nouveau message au mur. Son squelette reposera à tout jamais dans la chambre. Cette fois-ci, c'est un enlèvement, et pas de n'importe qui. Ginny Weasley, la sœur de Ron. Alors que la fermeture de l'école va tomber d'une minute à l'autre, nos héros partent prévenir Lockhart. Les professeurs l'ont invité à retrouver et sauver Ginny. Mais cet imposteur est en réalité un vrai trouillard. Il était en train de faire ses valises pour s'enfuir. Harry et Ron le forcent à venir avec eux. Ils arrivent aux toilettes des filles, Harry pose à Mimi Géniarde une question peu habituelle. Comment es-tu morte? Elle explique que ça s'est passé juste ici. Elle se cachait des moqueries de ses camarades, et d'un coup, quelqu'un est entré. Quelqu'un s'est mis à parler avec des mots bizarres. Une voix de garçon. Elle s'est levée pour aller lui dire de ficher le camp et d'un coup, elle est morte. Elle n'a que le souvenir d'avoir vu deux grands yeux jaunes. C'est le basilic. Harry comprend que l'entrée de la chambre des secrets est ici. Il tente quelque chose en fourche-langue et ça marche. Ron et lui sautent avec Lockhart, mais ce filou simule un évanouissement pour voler la baguette de Ron et effacer leur mémoire. Mais bon, c'est la baguette cassée de Ron, donc le sortilège ricoche sur Lockhart et provoque un éboulement. Nos héros sont séparés par les pierres et Harry est obligé de continuer seul. Il rentre officiellement dans la chambre des secrets et son énorme statue de Salazar Serpentard. Il tombe sur le corps de Ginny, le maudit journal dans ses bras. Un souvenir de Tom Jedusor plus vrai que nature sort de la pénombre et révèle qu'il puise la vie de Ginny pour se ramener à la vie. Il l'a manipulée depuis le début avec son journal. Elle a cherché à s'en débarrasser dans les toilettes des filles et c'est là qu'Harry est tombé dessus. C'est Tom le véritable héritier de Serpentard. Il révèle que son nom de naissance, Tom Elvis Jedusor, que son père Moldu lui avait transmis, est un anagramme pour « Je suis Voldemort ». Il affirme qu'il est le sorcier le plus puissant du monde. Mais quand Harry réplique que c'est Dumbledore, Fumsec débarque et remet à Harry le choix-peau. Harry ne comprend pas et Tom lâche le basilic. Il tente de s'enfuir, mais il est aidé par Fumsec qui crève les yeux du monstre. Il sème le basilic aveugle dans la chambre et en regagnant le choix-peau, une épée incrustée de rubis apparaît avec laquelle il parvient à tuer le basilic. Mais une de ses dents s'est plantée dans son bras. Son poison se répand dans le corps d'Harry, il n'en a plus que pour quelques minutes. Il a tout juste le temps de faire le lien entre Tom et son journal. En le détruisant, c'est le souvenir de Voldemort qui est détruit avec. Ginny reprend connaissance et au même moment, Fumsec soigne Harry avec une larme de phénix. Il ramène tout le monde à la surface et tout rentre enfin dans l'ordre. Dumbledore est même de
retour à Poudlard. Il remercie Ron et Harry d'avoir sauvé l'école. Il charge Ron d'envoyer la lettre de libération à Hagrid et rassure Harry. Son don pour parler au serpent, hérité de Serpentard, pourrait lui venir de cette nuit-là. Voldemort lui aurait involontairement remis certains de ses pouvoirs. Mais ce qui prouve par-dessus tout son appartenance à Gryffondor, c'est qu'il ait pu faire apparaître l'épée de Godric Gryffondor. Lucius fait irruption dans le bureau de Dumbledore avec Dobby. C'est donc la famille Malfoy qu'il sert. Il a du mal à cacher sa déception quant au retour de Dumbledore. Une discussion pleine de sous-entendus commence alors entre les deux hommes. Harry finit par comprendre. C'est Lucius qui a remis ce journal maudit à Ginny quand ils étaient à la librairie de Lockhart. Il joue les innocents et le donne à Dobby. Il l'ouvre et il y trouve une chaussette. C'est en offrant un vêtement à son elfe de maison qu'on lui donne la liberté. Dobby est libéré des Malfoy. Lucius est fou de rage. Il s'apprête à tuer Harry, mais Dobby le protège. Il s'enfuit et l'elfe de maison demande comment remercier Harry. Il ne lui demande qu'une chose, de ne plus jamais tenter de lui sauver la vie. Le banquet final a lieu et toutes les personnes pétrifiées sont sauvées. Harry et Ron sont fous de joie de retrouver Hermione. Même Hagrid fait son grand retour, les larmes aux yeux, acclamé par toute la grande salle. C'est vraiment une des scènes qui me fait toujours chialer. Il est tout ému quand Harry lui dit que Poudlard ne peut se passer de lui. Pouah, alors là, c'est vraiment mon Harry Potter préféré. Et de loin, on s'immerge tellement bien dans l'univers. Dites-vous, le réalisateur de ce film laissait les acteurs porter les vêtements de leur perso à leur image. C'est tellement une bonne idée. Surtout qu'on va découvrir de nouveaux persos super importants de la saga. Allez, on commence. Avant la rentrée, Harry doit faire signer à son oncle un formulaire de l'école pour des sorties à Préolard, le village à côté de Poudlard. Mais son odieuse tante Marge est en séjour chez les Dursley et pousse Harry à bout. Il pète un câble et la gonfle comme un ballon sans faire exprès. Il fuit la maison et se rend au chemin de traverse avec le Magicobus. Un bus réservé aux sorciers, invisible aux yeux des moldus. Arrivé au chaudron baveur du chemin de traverse, Harry est surprotégé par Fudge, le ministre de la magie. Il lui réserve une chambre et lui a préparé toutes les fournitures de la rentrée. En fait, Sirius Black, le dangereux criminel, s'est échappé d'Azkaban, la prison des sorciers. C'est lui qui a livré les parents d'Harry à Voldemort. Il aurait même tué leur ami d'enfance, Peter Pettigrew. Harry retrouve Hermione et son nouveau chat, Patenron, qui court ce croutard, le rat de Ron. D'ailleurs, toute la famille Weasley est de retour de leurs vacances en Égypte grâce au gros lot de la Gazette du Sorcier qu'ils ont gagné. Ron s'empresse de montrer à Harry leurs photos dans le journal. Mais son père, Arthur Weasley, apprend à Harry que Sirius Black voudrait le tuer. Il lui demande de promettre de ne pas essayer de le retrouver. Bah ouais, logique, non? De retour à bord du Poudlard Express, nos héros font la rencontre de Remus Lupin, le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Ouais, il y en a un nouveau chaque année. Mais très vite, le train est interrompu par des détraqueurs, des gardiens de la prison d'Azkaban à la recherche de Sirius Black. Lupin prend la défense d'Harry qui semble plus sensible que les autres à leur présence. Arrivé à Poudlard, il n'y a pas que Lupin comme nouveau professeur. Il y a aussi Hagrid qui est maintenant professeur de soins aux créatures magiques. Mais Dumbledore annonce que les détraqueurs vont continuer à patrouiller autour du château tant que Black n'est pas attrapé. Faut savoir que ces trucs-là, ça aspire toute joie autour d'eux. Donc bon, ça va un peu plomber l'ambiance magique de Poudlard. Quoi qu'il en soit, nos héros suivent leur premier cours de divination avec le professeur Trelawney. Perché comme elle est, son cours consiste à lire l'avenir dans des restes de café. Et Harry a le pire présage de tous, le Sinistros, présage de mort. Franchement, il n'y a rien de rassurant dans tout ce début d'année. Heureusement, ils assistent au premier cours d'Hagrid pour décompresser. Il leur présente un magnifique hippogriffe, Buck. Un animal très fier qu'Harry va réussir à approcher. Il va même faire un vol privilégié sur son dos. Et ça va blesser l'ego de Malfoy. Il veut prouver que lui aussi peut le faire, mais l'animal va tout de suite le calmer en pétant son bras. Oh putain, mais quel débile! Faire ça à Hagrid pour son premier cours. Ils continuent leur journée avec le professeur Lupin. Il va apprendre aux élèves à combattre leur peur. Ils vont faire face à un épouvantard. Une entité qui prend la forme de ce qui terrifie le plus sa victime. Mais quand vient le tour d'Harry, Lupin s'interpose tout de suite et met fin au cours plus tôt que prévu. Il en parlera avec lui dès le week-end lorsque tous les élèves se rendent à Préolard. Bah ouais, forcément, Harry n'a pas eu son autorisation signée de son oncle. Mais Lupin apprend à Harry qu'il était un des meilleurs amis d'enfance de ses parents. Cette conversation fait du bien à Harry. Il apprend aussi que pendant le cours, si Lupin s'est interposé, c'est parce qu'il a eu peur que l'épouvantard ne se change en Voldemort. Le week-end à Préolard se termine et Ron et Hermione sont de retour. Sur le chemin de leur salle commune, ils lui racontent toutes les boutiques géniales qu'ils ont pu visiter et regrettent de ne pas avoir pu voir la cabane hurlante, réputée pour être la maison la plus hantée de Grande-Bretagne. Mais arrivé devant le tableau de la grosse dame, c'est son nom, je suis pas grossophobe.
claustrophobe, il est vide et éventré. Sans elle, c'est impossible de lui donner le mot de passe pour rentrer dans leur salle commune. Mais la grosse dame est retrouvée dans un autre tableau, terrorisée. Son agresseur aurait les yeux du démon, l'âme aussi noire que son nom. Sirius Black était là. Dumbledore ordonne de faire dormir tout le monde dans la grande salle. Les professeurs passent la nuit entière à fouiller le château, mais rien. Le lendemain, lors d'un match de Quidditch contre Poufsouffle, Harry est à nouveau la cible des détraqueurs. Il tombe de son balai et son légendaire Nimbus 2000 est retrouvé en 1000 morceaux. Après une nouvelle discussion avec Lupin, il accepte de donner des cours particuliers à Harry pour se défendre contre les détraqueurs. Mais une fois les vacances de Noël terminées, car pour l'instant, il doit se reposer. Une nouvelle sortie à Préolard est organisée et les jumeaux Fred et George Weasley offrent à Harry la carte du maraudeur pour l'aider à s'y rendre sans autorisation. Elle permet de suivre en temps réel les positions de chaque personne dans l'enceinte du château, mais surtout tous ses passages secrets. Une fois arrivé au village, il surprend une réunion secrète entre Fudge, McGonagall et une aubergiste. Il va apprendre la glaçante vérité sur Sirius Black. Lorsque les parents d'Harry se savaient voués à mourir, seuls leurs amis les plus proches, dont Sirius Black, savaient où il se cachait. C'est lui qui les a dénoncés à vous savez qui. Mais en plus, il a tué Peter Pettigrew, un garçon empoté qui était aussi dans leur bande. Il était parti à la recherche de Black juste après l'assassinat des Potter. Sirius Black l'aurait détruit. Seul un doigt aurait été retrouvé de tout le cadavre de Pettigrew. La mort des parents d'Harry est à cause de Black. Et maintenant, il veut finir ce qu'il a commencé. Mais le pire, c'est que Sirius Black était et est toujours le parrain d'Harry. Il sort de l'auberge dans une colère noire. Dévasté entre haine et chagrin, il était leur ami et les a trahis. Harry est prêt, il veut que Sirius le retrouve et quand ce sera le cas, il veut le tuer. La neige quitte Poudlard et Harry commence son premier cours particulier avec Lupin. Il lui apprend à produire lui-même un Patronus avec le sort Expecto Patronum. C'est normalement réservé aux élèves de 5e année, mais Harry finit par bien s'en sortir contre un épouvantard. Après sa séance, il retrouve ses amis pour rendre visite à Hagrid, mais ils sont en pleine dispute. Ron accuse le chat d'Hermione d'avoir mangé son rat Croutard. Il est introuvable. Il retrouve Hagrid et il leur annonce l'impensable. De sa grande influence au sein du ministère, le père de Malfoy n'a rien voulu entendre de la défense d'Hagrid. Il fond en larmes et annonce au trio que Buck est condamné à mort à cause de Drago. La nuit tombée, alors qu'Harry consulte la carte du maraudeur, il voit les pas de Peter Pettigrew. Il est censé être mort. Il part tout de suite à sa recherche, mais il est surpris par le professeur Rogue. Finalement, c'est Lupin qui lui sauve la mise. Il passe quand même un savon à Harry. Se balader en pleine nuit avec une telle carte pourrait aider Black à l'amener jusqu'à lui. Lupin lui confisque la carte et Harry comprend son erreur. Mais il informe Lupin que tout à l'heure, elle s'est trompée en montrant Peter Pettigrew. Lupin est sous le choc. Il sait que la carte ne ment jamais. Le lendemain, alors qu'Harry ramenait une boule de cristal en salle de divination, il tombe sur un professeur Trelawney en pleine transe. L'agrippe Harry et d'une voix horriblement grave annonce qu'il sera de retour cette nuit. Celui qui a vendu ses amis se libérera de ses chaînes et serviteurs et maîtres se trouveront réunis de nouveau. Harry part en courant et rejoint Hermione et Ron. Ils se rendent chez Hagrid pour lui apporter leur soutien dans l'exécution de Buck. Mais il ne veut pas qu'il subisse ça aussi. Par contre, Hagrid en profite pour rendre Croutard à Ron. Il l'avait retrouvé. Alors que nos héros s'éloignent de la cabane, Croutard mord Ron pour s'enfuir à nouveau. C'est alors qu'apparaît le Sinistros, un chien noir qui emporte Ron et son rat dans un passage sous le sol cogneur. Harry et Ron se prennent plein de coups de l'arbre, mais arrivent enfin à atteindre le passage. Ils parcourent tout un long souterrain qui débouche dans la cabane hurlante de Préolard. Guidés par les cris de douleur de leur ami, ils le retrouvent, mais le chien, c'est un animagus, c'est Sirius Black. Un affrontement commence entre Harry et Sirius, mais Lupin fait irruption et désarme Harry. Il relève Black comme un vieil ami. Non, c'est son allié. Lupin est en fait un loup-garou. C'est pour ça qu'il a raté certains cours. Sirius s'apprête à tuer, pas à tuer Harry. Non, Lupin annonce que celui qui a trahi ses parents ce soir-là, c'était Peter Pettigrew. Et il est là, dans cette pièce. Mais c'est au tour de Rogue d'intervenir et désarmer Sirius. Il a Lupin et Black à sa merci, prêt à les envoyer tous deux à Azkaban. Mais Harry utilise la baguette d'Hermione pour assommer Rogue. Il veut des explications. Peter Pettigrew a été vu sur la carte l'autre soir et Lupin en a eu le cœur net en l'examinant. Peter Pettigrew est en réalité le rat de Ron. Ça a l'air dingue comme ça, mais c'est vrai qu'il n'allait pas bien pile depuis que Sirius s'était échappé. Il est dans la famille depuis 12 ans, il lui manque un doigt et une patte, ça fait
beaucoup de coïncidences quand même. Sirius l'arrache des mains de Ron et le force à se retransformer en humain. Ils avaient raison. Ils arrivent à lui faire avouer sa trahison, mais Harry refuse qu'il le tue. Son père n'aurait pas voulu que ses meilleurs amis deviennent des meurtriers. Il prend la décision de l'amener au château pour le livrer aux détraqueurs. Bon, alors, j'ai pas encore ajouté de précision des livres sur le premier et le deuxième film, parce qu'ils ont adapté quasiment 100% des événements, à l'exception de quelques détails mineurs. Mais là, surtout pour ce passage, je suis obligé de vous donner plus de précision, parce qu'en réalité, on n'apprend pas grand-chose dans le film. Dans le livre, on apprend que l'un des créateurs de la carte du maraudeur, Lunar, est le surnom d'enfance de Lupin, et que ce soir en particulier, il a bien observé le déplacement de nos héros avec la carte du maraudeur. C'est comme ça qu'il les a trouvés avec Sirius, mais surtout avec Peter Pettigrew. Pour Sirius, lui, il avait repéré le rat dans sa cellule à Azkaban sur la photo de journal de la Gazette du Sorcier. Vous vous rappelez de l'article au début du film dans le chaudron baveur ? Mais Hermione n'y croit pas. Elle sait que le ministère tient un registre avec tous les animagus et que Pettigrew n'y figure pas. Mais Lupin, il en rigole. Il y a 3 animagus à Poudlard qui n'ont jamais été répertoriés. Queudevert, Patmol et Cornedru. Les surnoms respectifs de Pettigrew, Sirius et James. La cabane hurlante n'a jamais été hantée d'ailleurs. Les cris que les passants y entendaient venaient des transformations de Lupin. Il ne pouvait jamais se contrôler. Durant ses années d'études à Poudlard, c'est Dumbledore qui a planté le solcogneur. Il a aménagé le tunnel jusqu'à la cabane hurlante pour que Lupin puisse y passer toute la durée de sa métamorphose. Mais au bout d'un moment, ses absences répétées une fois par mois devenaient suspectes aux yeux de ses amis. Il avait peur de les perdre en apprenant la vérité, mais ils ont fait quelque chose qui ne peut mieux refléter leur loyauté. Ils sont devenus des animagus. Pendant 3 longues années à tenter le strict et dangereux rituel pour en devenir un, ils ont finalement réussi en 5e année. Ça permettait à James, Peter et Sirius d'accompagner Lupin durant ses transformations. Ça le soulageait tellement, d'autant qu'un loup-garou n'est pas attiré par mordre des animaux. Et surtout qu'en ces formes, il pouvait neutraliser Lupin si besoin. Sirius et ses pattes de chien, Patmol, Peter avec sa queue de rat, Queudevert, et James, Cornedru. C'est grâce à sa forme de chien non répertoriée que Sirius a pu échapper aux détraqueurs d'Azkaban et s'enfuir. On apprend aussi que Rogue était dans la même classe que les maraudeurs. Il ne voulait pas de Lupin en tant que professeur, il répétait à Dumbledore que c'était trop dangereux, et il avait ses raisons. Plus jeune, ils lui ont fait une farce qui a mal tourné et a failli le tuer. C'est d'ailleurs comme ça qu'il avait appris que Lupin était un loup-garou. Depuis, il a toujours une rancœur envers eux, surtout James. On apprend aussi dans le livre que cette nuit-là, le gardien du secret de la cachette de James et Lily Potter, c'était Sirius. Pour résumer, c'est un enchantement qui permet d'empêcher un groupe de personnes d'avouer un secret. Seul le gardien du secret peut le faire. Mais Sirius pensait qu'il pouvait tromper Voldemort en changeant au dernier moment avec Pettigrew, en faisant toujours croire que c'était lui. Mais vous connaissez la suite. Pettigrew a été découvert et a tout avoué à vous savez qui. Maintenant que vous avez toutes ces précisions en tête, on continue le film. Sirius et Harry ont une magnifique conversation face à un château de nuit. Sirius est plein de nostalgie devant Poudlard. Il aimerait pouvoir y retourner en homme libre. En tant que parrain d'Harry, il lui propose même de quitter les Dursley pour venir habiter chez lui. Harry n'en revient pas. Et alors qu'il s'imaginait déjà le bonheur d'habiter chez son parrain, Hermione est horrifiée. La pleine lune s'est levée. Lupin commence sa transformation. Pettigrew en profite pour prendre la fuite. Quel rat! Sirius tente d'arrêter Lupin sous sa forme de chien, mais c'est sur Harry qu'il se jette. Rogue revient et fait bouclier devant nos héros. Sirius perd très vite le duel, mais un mystérieux hurlement d'un autre loup-garou le sauve juste à temps. Harry retrouve Sirius à l'agonie. C'est au tour des détraqueurs de débarquer. Il ne manquait plus qu'eux. Ils ne peuvent rien faire, ils sont trop nombreux. De l'autre côté de la rive, un énorme voile lumineux emporte tous les détraqueurs, mais Harry perd lui aussi connaissance. Il se réveille à l'infirmerie, convaincu d'avoir vu son père faire fuir les détraqueurs. Hermione lui annonce que Sirius a de nouveau été arrêté. Dumbledore fait son entrée et ils essaient de tout lui expliquer. Il les croit, mais il ne peut rien y faire en réalité. Par contre, il ajoute à l'attention d'Hermione qu'elle connaît la loi. Personne ne doit les voir et ils doivent être de retour pile à temps. S'ils réussissent ce soir, plus d'un innocent aura la vie sauve. Harry et Ron n'y comprennent rien, mais pas Hermione. Elle sort un médaillon étrange, un retourneur de temps. Et oui, McGonagall lui avait prêté pour qu'elle puisse suivre plus d'un cours en même temps cette année. Harry et Ron sont de retour à l'heure d'exécution de Buck. C'est lui le premier innocent à sauver. Ils arrivent à l'attirer dans la forêt avant que le bourreau n'arrive. Puis, s'ils continuent à avancer dans les bois jusqu'à avoir un point de vue sur le solcogneur. Ils voient Lupin entrer, puis Rogue. Ils attendent un bon moment, durant lequel Harry en profite pour rappeler à Hermione que c'était bien son père qu'il a vu de l'autre côté de la rive. Mais ça y est, ils ressortent du solcogneur. Lupin se transforme à nouveau en loup-garou. Sirius se fait à nouveau amocher par Lupin. Et en fait, c'est Hermione qui fait le hurlement du loup-garou pour le sauver. Mais maintenant, ce sont
eux qui sont pourchassés par Lupin. Ils foncent au cœur de la forêt et Bug va calmer le loup-garou comme il a calmé Drago. Maintenant, ils assistent à nouveau à la scène des détraqueurs. Toujours impuissant, mais Harry sait que son père va arriver. Il va venir. Il le sait, il l'a déjà vu. Mais personne ne vient. Ils sont en train de mourir à nouveau. D'un coup, Harry court au bord de la rive et lance un Patronus gigantesque. Ce n'était pas son père en fait, c'était lui. Il savait qu'il allait réussir, il l'avait déjà fait. Sur le dos de Buck, ils se rendent à la tour du château où est retenu Sirius pour le libérer. Et un deuxième innocent de sauver. Seulement, Harry ne pourra pas repartir vivre chez lui. Sirius est toujours recherché. Ils ont un échange super touchant, mais il est temps de se dire au revoir. Harry et Hermione se dépêchent pour rentrer. Il ne faut surtout pas dérégler le temps. Ils tombent pile poil sur Dumbledore refermant l'infirmerie. Il fait mine de ne pas comprendre et leur souhaite bonne nuit. Ron est encore plus perdu. Il les a vus disparaître au milieu de la pièce et réapparaître derrière la porte. Eh ben, quelle soirée de dingue! Après une nuit de sommeil bien méritée, Harry rend visite à Lupin dans son bureau. Il a décidé de démissionner. Tout le château sait qu'il est un loup-garou maintenant. Il en profite pour lui rendre la carte du maraudeur et ils se font leurs adieux, même si Lupin est persuadé qu'ils se reverront. Harry retourne dans la grande salle et retrouve ses camarades de Gryffondor tout excités. Il a reçu un éclair de feu, le balai le plus rapide du monde. Le cadeau est anonyme, mais bizarrement, il contenait une plume de Buck. Il part tout de suite l'essayer et décolle à une vitesse ahurissante. Bon, par contre, le 4, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Pour le coup, je ressens plus trop l'ambiance de ce qui me faisait adorer Harry Potter. Par contre, quand je l'ai écouté en livre audio, mon Dieu, quel kiff! C'est l'un de mes préférés en livre, paradoxalement. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il marque un changement terrible pour la suite des aventures d'Harry Potter. Il a maintenant 14 ans d'ailleurs, en plein dans la Jagra. Regardez-moi ses coupes de cheveux, ils ressemblent tous à rien. Mais il est surtout tourmenté par des cauchemars qui s'avèrent être une connexion où il voit ce que fait Voldemort. Il assiste impuissant au meurtre d'un vieil homme moldu par le mage noir, accompagné d'un fidèle et de Peter Pettigrew. Ils ont l'air de manigancer un sale coup. Harry se réveille en sursaut, il est au terrier avec les Weasley. Ils partent pour assister à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Ils s'y rendent même avec un ami d'Arthur Weasley, Amos Diggory et son fils Cédric, un pauvre souffle de Poudlard. L'ambiance est folle. Les spectateurs des 4 coins du monde sont impatients de voir le jeune bulgare Victor Krum mettre une raclée aux Irlandais. On a trop hâte de voir le match, mais on voit rien à part leur entrée dans le stade. On dirait qu'ils avaient pas trop les moyens de tout mettre. C'est trop décevant. Alors qu'ils allaient s'endormir après le match, les milliers de campements des spectateurs dont Harry et ses amis se font attaquer par les fidèles de Voldemort. Les mange-morts. Un attentat a lieu, tout prend feu, c'est la panique générale. Même la marque des ténèbres est lancée dans le ciel par un inconnu. C'est le symbole de la revendication de l'attaque par Lord Voldemort. On ne l'avait plus vu depuis plus de 14 ans. Nos 3 héros retournent à Poudlard après ces vacances mouvementées. Ils apprennent que cette 4e année sera marquée par le retour du tournoi des 3 sorciers à Poudlard. Un tournoi qui oppose le meilleur sorcier des écoles de sorcellerie les plus prestigieuses d'Europe. Poudlard, Beauxbatons et Durmstrang. Mais bizarrement, au lieu des 3 candidats habituels, la Coupe de Feu choisit un 4e participant, Harry Potter. Pourtant, l'épreuve est réservée aux élèves de 17 ans et il jure n'avoir pas mis son nom dans la coupe. Ah ouais, je veux bien le croire. Qui voudrait faire face aux terribles épreuves du tournoi des 3 sorciers à seulement 14 ans? Mais Ron lui non plus le croit pas. Il le traite carrément de menteur. Leur amitié est mise à rude épreuve. Mais les règles de ce tournoi sont aussi importantes que la loi elle-même. Harry est contraint de suivre les épreuves au même titre que Cédric Diggory, champion de Poudlard, Fleur de la Cour, championne de Beauxbatons et Victor Krum, champion de Durmstrang. Toutes les écoles sont contre Harry. Il sera traité de menteur, comme s'il cherchait encore plus de célébrité et de gloire en remportant le tournoi et sa quantité d'or alléchante. Bon les gars, je crois que vous faites pas trop d'efforts parce que bon, on sait qu'Harry il a déjà tout ça quoi. Donc pourquoi il risquerait autant sa vie? La menace de Voldemort lui suffit je crois. La seule personne qui a l'air d'être de son côté est l'étrange nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Alastor Maugrey, dit Folleuil. Un aurore à la retraite. Un aurore, c'est des sorciers d'élite du ministère de la magie qui luttent contre les mages noirs et les plus grands criminels. Du coup, Folleuil a l'air d'avoir de belles séquelles avec une paranoïa très développée. Mais bon, grâce à lui, il va réussir à passer outre la première épreuve, qui était au passage simplement de récupérer un œuf d'or protégé par un dragon. Mon Dieu, heureusement qu'il a pu appeler son éclair de feu. Et c'est Cédric Diggory qui va lui dire d'ouvrir l'œuf sous l'eau pour comprendre la prochaine épreuve. Grosso modo, chaque champion s'est
fait capturer un être cher et ils doivent le retrouver dans le lac noir de l'école. Bon, le lac est glacé et ils doivent rester environ 1 heure en apnée tout en affrontant les créatures sous-marines qui gardent leurs amis. Harry ne sait pas du tout comment faire. Comment il peut le tenir 1 heure en apnée? C'est Neville qui va l'aider avec ses compétences en botanique. Il lui passe une plante très spéciale, une branchiflore. Comme son nom l'indique, ça vous fait pousser des branchies comme les poissons et vous pouvez respirer sous l'eau. Grâce à lui, Harry arrive tant bien que mal à libérer Ron qui était retenu prisonnier dans l'eau. Et durant la 3e et dernière épreuve, Harry, Fleur, Krum, Diggory se retrouvent face à eux-mêmes dans un labyrinthe géant de nuit abritant des créatures horribles. Fleur abandonne assez vite tandis que Krum a l'air d'être possédé. Harry et Diggory se retrouvent rapidement et se débarrassent de lui. Bien que rivaux à la base, ils décident de s'emparer de la coupe des 3 sorciers ensemble pour faire gagner Poudlard. Mais dès qu'ils ont touché la coupe, ils sont téléportés dans un cimetière très glauque. Harry reconnaît cet endroit, il l'a déjà vu dans ses cauchemars. C'est le cimetière des Gédusors. Harry ordonne à Cédric de vite retourner à la coupe pour être retéléporté à Poudlard, mais c'est trop tard. Cette saloperie de Peter Pettigrew sort de la pénombre avec le reste de Voldemort. Il tue Cédric avec le sortilège de mort, Avada Kedavra, et attache Harry. Pettigrew offre sa main droite, récupère du sang d'Harry et ajoute les os de la tombe du père de Voldemort, Tom Jedusor Senior. Voldemort est ressuscité. Il savoure son nouveau corps et convoque ses fidèles mange-morts. Mais ce qu'il attendait depuis très longtemps, c'était d'en finir avec Harry. Il se livre un duel épique, mais Voldemort est trop fort. Harry allait perdre le combat, mais un étrange phénomène se déclenche, le Priori Incantatum. Appelé aussi la remontée des sortilèges, il se déclenche de façon classique avec un sortilège pour qu'une baguette montre les anciens sorts qu'elle a lancés. Mais lors d'un affrontement entre 2 baguettes jumelles, et c'est le cas, je vous rappelle que la baguette de Voldemort et Harry contiennent chacune une plume du même phénix, elles forment une sorte de lien et un Priori Incantatum tout particulier. Dans ce duel, la baguette d'Harry force celle de Voldemort à régurgiter les anciens sorts qu'elle a lancés avec les échos de ses victimes. Ça fait apparaître les fantômes du vieil homme moldu, mais surtout Cédric Diggory et les parents d'Harry. Il le protège tandis que Cédric lui demande de ramener son corps à son père. Il y parvient en plongeant sur la coupe qui le retéléporte à Poudlard. Harry est de retour avec le corps de Cédric, son père est dévasté. Notre héros arrive tant bien que mal à expliquer à Dumbledore que Voldemort est de retour, mais Folleuil l'éloigne bizarrement du directeur. Les professeurs le trouvent louche et finissent par démasquer le soi-disant professeur Maugret. En fait, c'était le mange-mort qu'on a vu dans le cauchemar d'Harry, Barty Croughton Jr. Il avait infiltré Poudlard sous l'apparence de Folleuil en buvant régulièrement du polynectar. C'était lui qui avait mis le nom d'Harry dans la coupe de feu et aussi trafiqué la coupe des 3 sorciers en porte au loin pour le téléporter à Voldemort. Le vrai Maugret est retrouvé prisonnier dans un coffre magique de sa chambre. Les 2 autres écoles retournent chez eux et c'est une nouvelle année scolaire bien compliquée pour Harry qui se termine. D'autant plus que maintenant, Voldemort est de retour. Harry se sent plus seul que jamais. Il n'a aucune nouvelle de ses amis ou de Dumbledore. Il est furieux. C'est pourtant lui qui a vu Voldemort ressusciter de ses propres yeux, qui a dû l'affronter même. Ça va bientôt faire 2 mois qu'il est bloqué chez les Moldus qui ne se doutent de rien. Pour ne pas l'aider, son cousin Dudley s'amuse à le provoquer. Quand Harry dort, il l'entendrait pleurer la mort de Cédric. Harry tente de l'intimider avec sa baguette, mais d'un coup la météo se couvre et un froid glacial s'installe. Harry et Dudley s'enfuient en courant, mais ils se font attaquer par 2 détraqueurs. Notre héros est forcé d'utiliser la magie en dehors de Poudlard avec un Patronus. Il arrive à se sauver avec Dudley, mais ça a vite des conséquences. Il reçoit une lettre du ministère de la magie qui lui annonce qu'il sera bientôt jugé pour avoir utilisé la magie devant un moldu. Il risque d'être viré et qu'on lui détruise sa baguette. C'est la douche froide pour Harry. Mais il était censé faire quoi? De laisser mourir? Et puis comment des détraqueurs pouvaient être dans le quartier voisin de Private Drive? Durant une nuit où les Dursley s'absentent, Harry est réveillé par une escouade d'aurore composée de Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt et Folleuil, le vrai cette fois. Ils viennent l'escorter en toute sécurité pour qu'il ait réponse à ses questions. Ils l'emmènent jusqu'au QG de l'Ordre du Phénix. En réalité, c'est la maison de son parrain Sirius Black qu'il retrouve là-bas avec Ron et Hermione, mais aussi d'autres membres de l'Ordre, comme Lupin, les parents de Ron, mais aussi Rogue. Il ne reste que pour les réunions, mais il en fait bien partie. En fait, l'Ordre du Phénix a été fondé par Albus Dumbledore à l'époque de la première guerre contre Voldemort, et il a à nouveau été réuni
nid depuis cet été. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas prendre le risque de tout expliquer à Harry par hibou. C'est une organisation secrète. Faut savoir qu'Harry et l'Ordre sont quasiment les seuls à croire au retour de vous savez qui. Ouais, le ministère de la magie fait passer Dumbledore et notre héros pour des menteurs avides de reconnaissance dans la Gazette du Sorcier. Mais en réalité, ça cache surtout une peur bleue de Fudge à admettre le retour de Voldemort. Harry apprend de Sirius que vous savez qui chercherait une arme. Une arme qu'il n'avait pas la dernière fois. Mais la mère de Ron l'empêche de lui en dire plus. C'est encore un enfant. Elle ironise qu'ils n'ont qu'à le faire rentrer directement dans l'ordre si c'est comme ça. Mais Harry est chaud, il veut se battre lui aussi. Mais bon, c'est trop risqué d'accepter évidemment. Le lendemain, Harry se rend à son audience. Alors qu'il se voyait déjà viré de Poudlard, Dumbledore sort de nulle part pour prendre sa défense. Le coup monté de Fudge tombe à l'eau et les contraint d'acquitter Harry. C'était une vieille pie du nom de Dolores Ombrage, fidèle secrétaire de Fudge, qui avait eu l'idée d'envoyer les détraqueurs. Ça forçait Harry à utiliser la magie pour le discréditer encore plus aux yeux de la presse et le virer de Poudlard. Mais bon, merci Dumbledore, il est sorti d'affaire. Vous pouvez pas le laisser avoir une rentrée des classes tranquille pour une fois? Le trio peut enfin se rendre à Poudlard, ils y font la rencontre de Luna Lovegood, une serre d'aigle toute particulière. Mais déjà qu'il ne voit pas Hagrid à la table des professeurs, Harry a l'horrible surprise d'y voir Ombrage. Elle est nommée comme nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Pas par Dumbledore forcément, mais de force par Fudge. Elle est surtout la preuve que le ministère de la magie veut commencer à contrôler tout ce qui se passe à Poudlard. En plus de ça, dès sa première nuit à Poudlard, Harry continue ses cauchemars. Cette fois-ci, il voit un long couloir avec une porte qu'il n'arrive jamais à atteindre, mais aussi une étrange sphère blanche. Ajoutez à ça tous les articles de la Gazette du Sorcier sur Harry, c'est très compliqué pour lui. Il a gagné encore une fois une réputation de menteur. Seule une poignée d'amis le soutiennent ouvertement sur le retour de Voldemort, comme Ron, Hermione, les Weasley et Luna Lovegood. Mais Ombrage compte bien les censurer. D'abord, elle réforme son cours avec uniquement de la théorie. Bah oui, parce qu'après tout, qu'est-ce qui pourrait bien les attaquer dehors? Oh, Voldemort à tout hasard? Ouais, c'est exactement ce qu'a répondu Harry en plein cours. Il sera immédiatement puni par Ombrage et devra copier des lignes. Ouais, mais c'est toujours pas la punition de Moldu. Non, il doit copier des lignes avec un stylo qui puise son encre dans le sang d'Harry. Et la phrase « Je ne dois pas dire de mensonge » se grave dans sa main puis se referme à chaque nouvelle ligne. C'est une grosse tarée de tortionnaire et vous n'avez encore rien vu. Harry est fou de rage que personne ne le croit. Le pire, c'est quand Finnegan, son camarade de Gryffondor depuis toujours, lui dit lui-même qu'il ne le croit pas. Une dispute éclate, mais Luna lui partage un précieux conseil. Il ne doit pas laisser Voldemort les diviser. C'est précisément ce qu'elle cherche à faire. Peu après, c'est un autre échange tendu entre McGonagall et Ombrage qui éclate. Elle pointe du doigt ses méthodes, mais Ombrage est bien décidée à reprendre les choses en main. Le ministère la nomme grande inquisitrice de l'école. Et c'est à partir de là que tout dégénère vraiment, avec des règles encore plus strictes. Grosso modo, si t'es un collabo, t'es récompensé. Tu peux dénoncer à Ombrage si des groupes d'élèves se forment, si des professeurs donnent des conseils aux élèves en dehors des cours, et même si des élèves lisent un autre journal que la Gazette du Sorcier. Ouais, c'est un vrai régime autoritaire qui se met en place à Poudlard, et ça fait mal au cœur. Elle se donne même le droit de virer le professeur de divination, Sybil Trelawney. Bon, j'avoue qu'on pourrait discuter de ses compétences, mais si Dumbledore la garde, c'est pour une raison. Il n'est pas idiot. Mais d'ailleurs, il fait quoi Dumbledore? Et ben justement, il fait enfin son apparition et empêche l'exclusion de Trelawney. Il ne veut pas se mettre à dos le ministère. Comme dirait Luna, c'est ce que Voldemort voudrait. Mais là, Ombrage est allé trop loin. Au soir, Harry, Ron et Hermione expliquent tout à Sirius. Il leur répond que Fudge craint que Dumbledore ne manigance de lui voler son poste de ministre de la magie en levant une armée. C'est pour ça qu'Ombrage les empêche de s'entraîner en cours. Mais le trio ne veut pas se laisser faire. Ils réunissent en secret un groupe d'étudiants qu'ils appellent justement l'armée Dumbledore, histoire de bien se moquer d'Ombrage. Harry va donner des cours pour apprendre à se battre. Bah ouais les gars, il a quand même défait Voldemort, tué un basilic, fait fuir des détraqueurs, affronté un dragon, des monstres aquatiques et Voldemort en personne. Il reste très humble là-dessus, mais il a quand même de l'expérience à partager. Il faut être prêt quand Voldemort attaquera. Mais pour ça, il leur faut un endroit où personne ne pourra les surprendre. Et ça, c'est Neville qui va le trouver. La salle sur demande. Elle se cache dans le château et n'apparaît qu'à celui qui en a besoin dans la forme qu'il recherche. Dans le cas de nos héros, elle prend l'apparence d'une salle d'entraînement. Côté Ombrage, elle engage de nouveaux collabos, comme Drago et Rusard pour découvrir les manigances des élèves. Mais le soir, Harry fait un nouveau cauchemar. Il y voit Arthur Weasley attaqué par le serpent de Voldemort, Nagini. Ron l'envoie tout de suite au bureau de Dumbledore en apprenant la nouvelle. Arthur était bien de garde cette nuit et grâce à la vision d'Harry, il a pu être sauvé à temps. Mais ce lien avec Voldemort ne peut pas durer. S'il découvre qu'il peut faire voir des choses à Harry, il peut facilement le manipuler. Alors Dumbledore charge le professeur Rogue de donner des leçons d'occlumencie à Harry. Maîtriser l'occlumencie
d'occlumencie lui permettra de fermer son esprit aux visions de Voldemort, qu'elles soient voulues ou non. Mais ça a l'air très compliqué et douloureux. La neige est arrivée et notre trio va passer Noël avec le reste des Weasley au QG de l'Ordre. Arthur est là pour le fêter avec eux grâce à Harry. Même Sirius est de la partie. Ils ont une belle conversation entre parrain et filleul. On apprend qu'il a fini par hériter de sa maison d'enfance et qu'il a demandé à Dumbledore d'en faire le QG de l'Ordre. Et sa famille, c'était pas la plus drôle. Les Black étaient obsédés par le sang pur. À ses 16 ans, Sirius avait fugué pour habiter chez James. Il lui rappelle encore une fois à quel point il ressemble à son père. Mais Harry n'en est plus si sûr. En ce moment, il est toujours en colère contre tout le monde. Durant sa vision, il avait même le sentiment d'être le serpent qui a attaqué Arthur. Il est effrayé. Et si c'était lui qui s'était transformé en serpent sans s'en rendre compte la nuit pour attaquer Monsieur Weasley? Il a l'impression de perdre le contrôle et de devenir comme Voldemort, aussi mauvais. Mais Sirius le rassure tout de suite. Il n'est pas quelqu'un de mauvais. Il est quelqu'un de bon à qui il est arrivé de mauvaises choses. Il y a du noir et du mauvais dans chacun de nous. Mais c'est dans nos actes que nous montrons qui nous sommes vraiment. Sirius en est le parfait exemple avec ses origines familiales. Mais Hermione interrompt leur échange. Ils doivent repartir pour Poudlard. Sirius lui promet qu'une fois que tout ça sera terminé, ils pourront enfin vivre comme une vraie famille. De retour à Poudlard, Harry, Ron et Hermione rendent visite à Hagrid. Il est enfin de retour. Il rentre en fait d'une mission pour l'Ordre. Il devait convaincre les géants de les rejoindre contre Voldemort. Et il n'était pas seul. Des mange-morts étaient déjà là et ils ont l'air d'être plus convaincants. La menace d'une nouvelle guerre se concrétise de plus en plus. Une énorme évasion de mange-morts a lieu à Azkaban. Sirius Black est accusé d'en être le responsable car il est le cousin d'une des évadées, Bellatrix Lestrange. On apprend que c'est une grosse tarée. Il n'y a peut-être pas plus fidèle à Voldemort que cette folle. À l'époque de la Première Guerre, c'est elle qui a torturé les parents de Neville jusqu'à ce qu'ils en perdent la raison. Il est tellement fier d'eux qu'il n'est rien avoué même sous la douleur. Il veut se battre pour eux et les rendre fiers à son tour. Il a bien changé notre Neville tout peureux. La meilleure des séances d'entraînement de l'AD commence. Harry leur apprend à créer un Patronus. Et tout le monde s'en sort à merveille. Tout le monde a l'air de reprendre espoir et c'est peut-être trop beau pour être vrai. Des secousses interrompent la séance. On entend Ombrage lancer un sort de bombardement. L'AD est découverte. Dumbledore apprend la nouvelle en même temps que Fudge et Ombrage, mais endosse tout de suite la responsabilité du groupe à la place d'Harry. Notre directeur est démis de ses fonctions et Fudge le condamne à Azkaban pour conspiration contre le ministère de la magie. Mais ce serait mal connaître Dumbledore que de croire qu'il se laisserait faire dans une période aussi cruciale. Il prend la fuite à l'aide de fume sec avec une classe inouïe. Mais Poudlard est maintenant soumis à l'entière directive d'un Fudge toujours plus parano. Et la folle Dolores Ombrage est nommée directrice de l'école. Le château change complètement d'ambiance. Et ça tourne encore plus au régime totalitaire. On le voit pas dans les films, mais dites-vous que dans les livres, Ombrage attaque même McGonagall qui finit à l'hôpital. Je crois qu'on a trouvé plus détestable que les Dursley ou Rogue. Hagrid, sentant son tour arriver d'un jour à l'autre, il demande à nos héros de s'occuper de son demi-frère Grope, un géant. Bon, ce serait seulement si Hagrid est renvoyé, mais ouais, il y a plus simple comme babysitting. Quant au cours d'occlumencie, Rogue et Harry continuent leur rendez-vous habituel, mais la situation dégénère. Rogue va trop loin en traitant le père d'Harry de faible, comme lui. Rogue lance un nouveau sort pour rentrer dans sa mémoire, mais Harry réplique d'un sort de protection et rentre dans celle de Rogue. Il le voit se faire harceler par James Potter dans sa jeunesse. Le directeur de Serpentard s'énerve et met un terme au cours d'occlumencie. Les examens de fin d'année, bien qu'encore plus moroses avec cette satanée Ombrage, sont perturbés par d'étranges bruits dans les couloirs. Elle part voir ce qu'il en est et d'un coup, Fred et George Weasley débarquent en lançant des feux d'artifice partout dans la grande salle. Ils s'en prennent à Ombrage et ramènent toute la joie qui n'a que trop manqué dans l'enceinte de Poudlard. Mais d'un coup, une nouvelle vision fait s'écrouler Harry. Il voit Voldemort torturer son parrain. Il en aurait après une prophétie. Hermione essaie de l'avertir que c'est peut-être un piège, mais Harry ne veut pas prendre de risques. C'est la seule famille qui lui reste. Le trio veut quand même en avoir le cœur net. Ils veulent utiliser le réseau de cheminées pour communiquer avec le QG de l'Ordre. Et la seule cheminée de l'école qui n'est pas protégée est dans le bureau d'Ombrage. Et la directrice les surprend et veut torturer Harry une bonne fois pour toutes. Elle pense qu'il tentait de prendre contact avec Dumbledore. Pour savoir où il se cache, elle demande à Rogue un Veritaserum, une potion qui force à dire la vérité. Mais il semblerait qu'elle ait déjà écoulé tout le stock du professeur et en préparer une nouvelle prendrait un mois complet. Rogue s'apprêtait à quitter le bureau d'Ombrage quand Harry tente le tout pour le tout. Il lui dit qu'ils détiennent Patmol là où la chose est cachée. Mais oui, Rogue aussi fait partie de l'Ordre, il pourrait les prévenir. Ombrage demande des explications, mais Rogue n'a pas l'air de comprendre. Alors qu'Ombrage s'apprêtait à lui lancer le sort impardonnable de la torture Andoloris, Hermione l'interrompt pour révéler l'emplacement de l'arme secrète de Dumbledore. Elle est en pleine impro, mais ça marche. Ombrage veut les suivre. Hermione les emmène dans la forêt interdite. En réalité, elle pensait à l'amener à Grope, le demi-frère d'Hagrid. Et il est
plus là. Sa corde est rompue. Ombrage comprend qu'elle s'est fait duper, mais un troupeau de centaures débarque. Sa haine pour les créatures hybrides ressort et elle torture l'un d'eux. D'un coup, Grop réapparaît, mais les centaures embarquent Ombrage au cœur de la forêt. On est enfin libéré de cette folle dictatrice. Mais Harry se rappelle de Sirius. Il fonce au ministère de la magie avec les meilleurs éléments de l'armée de Dumbledore. Hermione, Ron, Luna, Ginny et Neville afin de secourir son parrain. Harry découvre que la vision qu'il a eue était bel et bien un piège de Voldemort. Il l'a attiré dans le département des mystères où Harry découvre la sphère blanche de son rêve. Elle porte une étiquette à son nom. La sphère annonce d'une voix de femme que celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il le marquera comme son égal, mais aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Ouais, vous n'avez rien compris, moi aussi c'était le cas au début, mais je vous rassure, vous allez tout comprendre dans quelques instants. Dites-vous surtout que si Voldemort apprend cette prophétie, il va savoir comment Harry arrive à lui résister, donc c'est hyper important qu'il ne tombe pas dessus. Mais Voldemort ne peut pas foncer tête baissée au ministère, ça l'arrange d'œuvrer dans l'ombre avec un ministère qui ne veut pas reconnaître son retour. Il n'a pas d'armée contre lui à part l'ordre, donc justement, ce sont des mange-morts qui débarquent, dont Lucius et la folle Bellatrix Lestrange. Ils veulent à tout prix récupérer la prophétie pour que Voldemort l'écoute. Il faut savoir qu'il n'y a que les personnes concernées par sa prophétie qui peuvent l'écouter. Sinon, ceux qui ne sont pas concernés sont frappés de folie. La bataille du département des mystères commence, mais l'armée de Dumbledore se fait vite neutraliser. C'est soit ses amis, soit la prophétie. Harry est contraint de la remettre à Lucius, mais d'un coup, l'ordre du Phénix arrive à la rescousse. Sirius met une belle patate dans la tronche de Lucius. Elle nous fait tous du bien celle-là, mais la prophétie tombe et se brise. Un duel commence et Sirius et Harry prennent rapidement le dessus. Ils battent Lucius avec Sirius qui lâche un bien joué James à Harry. C'est tellement beau de les voir combattre ensemble. Mais Bellatrix débarque et de sa terrible voix, un éclair de lumière verte jaillit de sa baguette. Elle se vante d'avoir tué Sirius Black. Harry lui lance Andoloris, le sortilège impardonnable de la torture, mais ça ne marche pas bien. Il faut vouloir profondément qu'elle soit torturée. Et ça, c'est Voldemort qui le lui susurre. Le voilà, c'est risqué qu'il se montre au ministère. Au même moment, Dumbledore débarque aussi, et le duel le plus épique d'Harry Potter éclate. Les deux plus grands sorciers du monde se rendent coup pour coup. Ils sont tous deux à puissance égale. Mais d'un coup, Voldemort prend possession d'Harry. Il se tord dans tous les sens. C'est la pire scène que j'ai vue de tout Harry Potter. J'ai encore du mal à la regarder. J'étais terrorisé quand j'étais enfant. Dumbledore tente de lui rappeler à quel point il est différent de Voldemort. Harry croise les regards de Ron et Hermione, choqués de le voir dans cet état. Harry finit par faire sortir l'esprit haineux de Voldemort en se rappelant tout l'amour qu'il a. Fudge et les hauts placés du ministère arrivent enfin et ont le temps d'apercevoir Voldemort avant qu'il ne prenne la fuite. Ça y est, Fudge est contraint d'admettre son retour. Innocenté, Dumbledore reprend ses fonctions de directeur et Ombrage est exclu de Poudlard. Enfin, surtout que son tant vénéré Cornelius Fudge pense à démissionner. Quelle mauviette, mettez-nous un vrai dirigeant à la tête du ministère là. On arrive en temps de guerre. Dans le film, une discussion bien écourtée a lieu entre Harry et Dumbledore après la bataille du département des mystères. Harry n'a même pas l'air triste de la mort de Sirius. Dans le livre, dites-vous qu'il pète un câble complet sur Dumbledore. Il lui dit que tout est de sa faute, qu'il ne lui a rien dit et que Sirius est mort à cause de lui. Il casse plein d'objets sur le bureau de Dumbledore. Franchement, c'est une scène qui m'a arraché le cœur. Et Dumbledore le laisse faire. Il sait qu'il a fait une énorme erreur. Il finit tout de même par réussir à lui donner plus d'infos sur la prophétie. En fait, il n'y a que la fin de la prophétie dans celle du ministère. Son début, il n'y a que Dumbledore qui l'a entendu du professeur Trelawney avant même la naissance d'Harry. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Né de ceux qui l'ont défié 3 fois, il naîtra à la fin du 7e mois. Et un espion de Voldemort lui avait transmis son contenu. C'est comme ça que cette nuit-là, Voldemort en a déduit que c'était le fils de Lily et James Potter. Il l'avait affronté à 3 reprises et Harry est né fin juillet, tout collé. Mais il ne savait et ne sait toujours pas que le reste de la prophétie dit aussi qu'il le marquera comme son égal et qu'il aura un pouvoir qu'il ignore. Vous le savez, ce pouvoir inexpliqué l'a empêché de le tuer et l'a réduit à néant cette nuit-là. Mais l'a aussi empêché de le posséder bien longtemps car le corps d'Harry en regorge beaucoup. Voldemort voulait trouver des réponses dans la fin de la prophétie au département des mystères. Finalement, sur le chemin du Poudlard Express, Harry explique tout ça à ses amis. Le pouvoir qu'ils ont et l'aide à faire la différence avec Voldemort, c'est le pouvoir de l'amour. Il n'en aura jamais lui. Et je vous rassure, c'est pas du tout un délire pouvoir de l'amitié, non. On va apprendre très vite toute l'explication sur l'histoire de Voldemort. Et c'est incroyable, vous verrez. Je vais vous aider à bien tout comprendre grâce aux précisions des livres dans les 3 derniers films. Sachez qu'on vient de marquer un changement dans le personnage d'Harry. Il est maintenant bien conscient de son rôle et un peu malgré lui, il est l'élu de la prophétie. Le seul à pouvoir battre le Seigneur des Ténèbres. Mais aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit.
nous entrons dans l'ère sombre d'Harry Potter. Voldemort et ses fidèles mettent le monde entier à feu et à sang. Sorciers comme Moldus sont victimes de leurs attaques. Les Mangemorts sèment la terreur à Londres en effondrant le Millennium Bridge des Moldus, mais aussi en pillant le chemin de traverse. C'est horrible de le voir comme ça. Lui qui était bourré de joie et de magie avant. Il kidnappe au passage le fabricant de baguettes, Ollivander. Bah ouais, Voldemort veut comprendre pourquoi il ne peut pas tuer Harry. On retrouve d'ailleurs notre héros dans une gare Moldus. Dumbledore le retrouve et lui demande son aide. Harry remarque que sa main droite est toute putréfiée. Dumbledore le remarque et lui dit qu'il lui en parlera plus tard et transplane dans un village qu'Harry ne reconnaît pas. En gros, le transplanage, c'est une capacité de téléportation que les sorciers apprennent à leur 6e année. Dumbledore veut qu'Harry l'aide à convaincre Horace Slughorn, un ancien professeur de Poudlard, de reprendre ses fonctions. C'est un vieil homme un peu gâteux qui a toujours aimé s'entourer de personnes célèbres et puissantes. Alors avec Harry, il sera charmé. Mais Slughorn est très inquiet. Il doit vivre de maison en maison pour fuir les Mangemorts. Ils ne font que de le traquer pour tenter de le recruter. Mais ça pourrait aussi l'aider à se sentir en sécurité à Poudlard. Slughorn accepte finalement de reprendre ses fonctions de professeur de potions à la rentrée. Pour finir ses vacances d'été, Dumbledore remet Harry aux Weasley. Il retrouve Ron, Hermione, Ginny et toute la famille Weasley. Mais là, on arrive à un moment tout particulier. L'un de ceux qui doit être expliqué avec les livres pour bien comprendre. En fait, à partir du 6e épisode, on dirait que ce sont des films pensés pour les lecteurs des livres. Donc je vais vous aider à tout comprendre. Il y a Bellatrix Lestrange et sa sœur Narcissa Malfoy qui se rendent chez Rogue. Ouais, c'est la femme de Lucius et la mère de Drago. Elle a une demande qui va tout changer. Narcissa avoue que Voldemort a confié à Drago une mission très importante et elle a peur qu'il échoue. Elle le supplie de le protéger et Rogue est prêt à le faire. Mais Bellatrix, qui ne croit pas en Rogue, elle pense qu'il est un espion pour le compte de Dumbledore, l'oblige à jurer ses paroles avec le serment inviolable. Un sortilège très puissant qui permet d'enchaîner 2 personnes autour d'un serment. Le rompre entraîne la mort. Rogue fait le serment inviolable avec Narcissa, celui de protéger Drago contre tout danger qui pourrait le menacer, l'aider à accomplir la mission que Voldemort lui a confiée et la finir lui-même si Drago échoue. Mais c'est quoi cette mission ? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce que je peux vous préciser encore plus avec les livres, c'est que Narcissa est persuadée que Voldemort a piégé Drago. Après l'échec cuisant de Lucius à ramener la prophétie à Voldemort durant la bataille au département des mystères, il a été envoyé à Azkaban. Pour le punir, Voldemort a chargé Drago d'une mission très importante et s'il échoue, il sera tué. Donc on peut comprendre à quel point Narcissa est désespérée. Et pour cause, on retrouve nos héros dans le triste chemin de traverse. Il n'y a que la boutique toute récente de Fred et George Weasley qui essayent de ramener de la joie. Et oui, je ne vous ai pas dit, mais ils ont pu l'ouvrir grâce à tout l'argent qu'Harry a gagné avec le tournoi des 3 sorciers. Ils ont fini par accepter son offrande et ont pu ouvrir leur magasin de farce et attrape après avoir quitté l'école durant l'année dernière contre Ombrage. Mais en repartant de leur boutique, nos héros surprennent Drago et sa mère chez Barjo et Burke. Faut vous rappeler, c'est la boutique glauque où Harry a fini par erreur durant sa 2e année. C'est une boutique spécialisée dans la vente d'articles et d'accessoires de magie noire. C'est étrange quand même, on s'y rend pas par hasard. Bon, peut-être Harry en 2e année, mais nos héros sont très intrigués et quelques jours plus tard, à bord du Poudlard Express, Harry annonce à Ron et Hermione qu'il pense que Drago est devenu un mange-mort pour succéder à son père. Ses amis ne le croient pas, mais Harry quitte leur cabine pour en avoir le cœur net. Sous sa cape d'invisibilité, il part espionner Drago. Il n'apprend rien d'intéressant et le pire, c'est que Malfoy l'a remarqué. Une fois le train arrivé, Drago lui lance un sortilège de pétrification et le laisse sous sa cape d'invisibilité pour qu'il reparte à Londres. Heureusement, c'est Luna qui tombe sur le corps d'Harry et le sauve d'un retour à Londres. Après des contrôles plus renforcés qu'à l'accoutumée, Harry rejoint Ron et Hermione pour le banquet de début d'année. Dumbledore présente Horace Slughorn qui prendra le poste de professeur des potions. Rogue, lui, sera enfin nommé professeur de défense contre les forces du mal. Ça y est, il l'a enfin, mais notre cher directeur demande aux élèves de redoubler de vigilance. Il explique qu'à l'origine, Voldemort était un jeune homme tout à fait banal qui était assis là où ils sont tous en ce moment même. Que sa meilleure arme, c'est eux. Alors que leur première journée de cours commence, Harry et Ron ont 1 heure de libre. Mais ils se font vite interpeller par McGonagall qui conseille Harry d'aller en cours. Ouais, en fait, l'an dernier, dans les livres tout du moins, il a passé son entretien d'orientation avec McGonagall. Et Harry veut devenir Aurore. À l'époque où Rogue était professeur des potions, il n'avait pas du tout le niveau, mais là, avec Slughorn, elle pense qu'il aurait ses chances. Elle lui demande d'amener Ron avec lui et Slughorn est très heureux de voir Harry à son cours. Ils doivent se départager les 2 derniers livres de potions de l'armoire. Manque de peau pour Harry, il se tape le plus amoché des 2.
Mais tandis qu'ils doivent réaliser la préparation d'une potion pour gagner un flacon de Felix Felicis, un filtre qui permet d'être très chanceux pendant une petite durée, Harry se montre extraordinairement doué. Au grand regret d'Hermione qui, elle, ne s'en sort pas du tout. En fait, le livre d'Harry appartenait à un certain prince de sang mêlé. Il a laissé plein d'inscriptions dedans. Ah non, pas encore un journal à la Gédusor, je vous rassure. Non, mais sans être ensorcelé pour autant, Harry montre quand même une certaine obsession pour ce livre. Il devient super bon en pension, mais apprend aussi de nouveaux sortilèges. Tandis qu'Harry gagne encore plus la sympathie du professeur Slughorn sur les conseils de Dumbledore, nos héros tombent sur leur camarade Catibel sous l'emprise d'un collier maudit. Nos héros apprennent qu'il était destiné au professeur Dumbledore. Harry suspecte immédiatement Malfoy. À partir de là, il doit suivre ses moindres faits et gestes. Heureusement qu'il a encore la carte du maraudeur pour ça. Mais en le suivant après une soirée organisée par le professeur Slughorn, Harry va surprendre Malfoy. Il annonce à Rogue que ça ne le regarde pas s'il a jeté un sort ou non à Catibel. Mais Rogue lui rétorque qu'il a fait le serment inviolable de le protéger. Malfoy refuse son aide, il dit qu'il a été choisi pour ça et qu'il ne le décevra pas. Rogue lui dit qu'il voit la peur dans ses yeux, mais Malfoy persiste. Il veut que ce soit sa gloire. Perso, moi j'ai pas mal de pitié pour Malfoy en vrai. Noël approche et Harry passe ses vacances au terrier avec les Weasley et des membres de l'ordre. Ils auront le temps d'avoir des discussions autour de la révélation sur Rogue et Malfoy. Mais Lupin assure à Harry que si Dumbledore fait confiance à Rogue, il faut le croire. Il doit arrêter d'avoir autant de haine envers lui. Alors que Lupin et Tonks allaient partir, le terrier se fait attaquer par des mange-morts dont Bellatrix et le terrible loup-garou Fenrir Greyback. C'est lui qui a transformé Lupin en loup-garou quand il était enfant. Un affrontement a lieu où ils arrivent à réduire la maison des Weasley en cendres. C'est une scène horrible. Mais rassurez-vous, c'est complètement inventé par les films. Ça n'arrive jamais dans les livres. On se rassure comme on peut. De retour à l'école, Dumbledore se met à donner des cours particuliers à Harry sur le passé de Voldemort. Il lui montre tous les souvenirs qu'il a pu accumuler de diverses personnes à l'aide de la pancine. Ouais, chez les sorciers, tu peux te sortir un souvenir de ton crâne pour le stocker. Ensuite, tu peux le revoir autant de fois que tu veux en te plongeant au cœur de la scène grâce à une pancine. Ces cours particuliers vont permettre à Harry de mieux comprendre le passé de Voldemort pour mieux le détruire. Mais le Dumbledore lui explique qu'il est dans une impasse. Il y a un souvenir où Tom Jedusor pose une question à son professeur de potions de l'époque, le fameux Horace Slughorn. Ce serait à propos d'une sorte de magie très noire et très ancienne. Mais Slughorn a trafiqué ce souvenir par peur des représailles. Dumbledore charge alors Harry de récupérer le véritable souvenir. Il sera très précieux pour venir à bout du Seigneur des Ténèbres. Mais en réalité, on en apprend bien plus dans les livres. Et comme je vous le disais, c'est très important pour comprendre le personnage de Voldemort. Dans les films, t'as juste l'impression que c'est un gros méchant qui est hyper raciste envers les nés moldus, quoi. Alors qu'en fait, le vrai premier cours particulier qu'il a avec Dumbledore, il voit l'origine de la mère de Voldemort, Merope Gaunt. Elle était maltraitée par son père Marvolo Gaunt, un sale type qui ne jure que par le sang pur. Il est d'ailleurs très fier de deux objets, le médaillon de Salazar Serpentard et le bijou de leur famille, la bague des Gaunt. Dumbledore montre à Harry que Merope n'avait pas de pouvoir magique malgré la stricte lignée des Gaunt à l'image de Salazar Serpentard. Mais le pire, c'est qu'elle était amoureuse d'un moldu, un certain Tom Jedusor, senior du coup. Et ça, son père et son frère ne l'ont pas accepté. Le ministère de la magie s'est rendu compte de leur maltraitance et les ont envoyés à Azkaban. Merope a profité de leur absence pour s'enfuir avec ce qu'il restait de plus précieux dans la famille, le médaillon de Salazar Serpentard, et rejoindre celle qu'elle aimait. Mais son amour n'était pas réciproque. Elle a dû utiliser un filtre d'amour pour attirer son attention et ont même eu un enfant sous son emprise. Tom Jedusor était né, le futur Voldemort. Et c'est pour ça qu'il ne peut ni comprendre ni ressentir l'amour. Ses parents ne s'aimaient même pas d'un véritable amour quand ils l'ont mis au monde. En ressortant la tête de la pancine, Harry remarque que Dumbledore porte la bague des Gaunt fendue à sa main putréfiée. Ça, on apprendra pourquoi dans le dernier film. Et finalement, dans le livre, juste après les vacances de Noël, Dumbledore montre à Harry deux nouveaux souvenirs. Dans le premier, on y voit Voldemort tuer son propre père, Tom Jedusor Senior, et en faire tenir responsable son oncle. Et par la même occasion, il vole la bague des Gaunt. Et le deuxième, c'est le fameux souvenir qu'on voit dans le film, que Slughorn a trafiqué. Donc vous voyez, c'est quand même mieux avec toutes ces précisions. On comprend bien mieux d'où il vient et ce qu'il était déjà à cette époque. Allez, on retourne au film. Alors qu'Harry comptait commencer à mener à bien sa mission auprès de Slughorn, il est contraint de le voir pour un événement qui va s'avérer bien plus tragique que prévu. Harry emmène un Ron soumis à un puissant filtre d'amour. Ils arrivent à le guérir, mais alors qu'il fait ça avec une bouteille d'hydromel, Ron est empoisonné. Harry arrive à
le sauver, mais Slughorn est sous le choc. La bouteille d'hydromel était à la base destinée à en faire cadeau à Dumbledore. C'est une nouvelle tentative d'assassinat du directeur. Et Harry est persuadé que c'est encore un coup de Drago. Il le retrouve en pleurs aux toilettes et un combat commence entre les deux sorciers. Harry finit par lancer le sortilège Sectum Sempra, sortant tout droit du livre du prince de Sang-Mêlé. Mais Drago est propulsé au sol avec des coupures profondes partout sur le corps. Entre la vie et la mort, c'est Rogue qui débarque et parvient à sauver Drago. Harry prend conscience de la dangerosité du livre des potions et Ginny lui propose de s'en débarrasser dans la salle sur demande. En fait, il y a une version de la salle sur demande qui revient très souvent, celle d'une salle de stockage d'objets. Ce sont des générations d'élèves qui sont passés par ce couloir et dont la salle sur demande s'est révélée à eux pour les aider à stocker leurs objets. Lorsque Ginny a fini de cacher le livre, elle revient à Harry en lui offrant un baiser. Enfin, ça y est, après ces nombreuses années à être amoureuse d'Harry. Allez, c'est le moment de vous reparler les livres avec les 2 derniers souvenirs de l'enfance de Voldemort. Et ceux-là sont très importants pour la révélation du film qui arrive juste après. Grâce au premier souvenir, on comprend que Voldemort a assassiné une vieille dame pour lui voler le médaillon de Serpentard. Elle l'avait acheté chez Barjo et Burke après que la mère de Voldemort l'ait vendu quelques années auparavant. Il lui vole aussi une coupe ayant appartenu à Helga Pauvesouffle, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. Quant au deuxième souvenir, sachez que Voldemort a demandé à revenir enseigner à Poudlard, mais Dumbledore lui a refusé le poste. C'est pour cette raison que chaque année, il y a un nouveau professeur de défense contre les forces du mal. C'est Voldemort qui a maudit le poste. Ce chapitre-là d'Harry Potter, le 20 du 6e livre, est vraiment incroyable. J'aurais adoré le voir adapté en film. Dites-vous qu'il commençait déjà à ressembler à un serpent quand il s'est présenté à Dumbledore. Il est décrit avec un visage pâle et des traits étirés, comme s'il était déjà modifié par la magie noire et perdait en humanité. Ses cheveux se faisaient rares et ses yeux, autrefois sombres et captivants, étaient devenus rouges et fendus comme un serpent. Oh putain, il devait tellement faire flipper. Regardez, je vous mets un chara-design de ce à quoi il devait ressembler à la base dans les films. Mais on n'aurait pas pu regarder ça à notre âge. De retour au film, Harry n'arrive toujours pas à trouver comment récupérer le précieux souvenir de Slughorn. Le professeur l'aime bien, mais bon, il est très fermé à la discussion concernant la demande de Tom Jedusor. Il se doute que c'est Dumbledore qui a missionné Harry. Mais notre héros a une brillante idée. Il va utiliser son flacon de Felix Felicis qu'il a gagné durant son premier cours avec Slughorn. D'un coup, il a la bonne intuition d'aller rendre visite à Hagrid. Sur le chemin, il croise comme par hasard le professeur Slughorn. Harry a un comportement tellement drôle. Il a l'air shooté et en même temps sûr de lui. En plus, Slughorn est obligé de l'accompagner chez Hagrid. Il peut pas le laisser se balader en dehors du château à cette heure-là. Il retrouve Hagrid et assiste à l'enterrement d'Aragog, son immense araignée. Harry a toujours l'air aussi shooté et nous offre des scènes à mourir de rire. Vraiment, on a de la chance d'avoir une VF aussi géniale. Ils finissent leur soirée dans la cabane d'Hagrid à se bourrer la tronche. C'est à ce moment qu'Harry se lance. Il convainc Slughorn d'être aussi courageux que sa mère Lily Potter, lui qui l'a tant apprécié comme élève. Harry lui dit qu'il est l'élu, que lui seul peut tuer Voldemort. Il lui dit qu'autrement, il ne ferait pas honneur à sa mère, qu'elle serait morte en vain. Sur ces paroles, Slughorn extirpe le fameux souvenir de sa mémoire tout en lui demandant de ne pas être trop sévère lorsqu'il le visionnera. Harry fonce au bureau de Dumbledore pour le regarder avec lui. Le souvenir montre la suite de la conversation. On apprend qu'il lui demandait ce qu'était un Horcrux, une forme de magie très noire et maléfique. Le sorcier doit tuer une personne d'une façon précise pour pouvoir dissimuler une partie de son âme dans un objet de son choix. Il s'assure ainsi une immortalité lorsque son corps vient à être détruit. Mais le pire, c'est que Jedusor fait comprendre à Slughorn qu'il est intéressé par le faire 7 fois. Le professeur de l'époque est choqué. Tuer une personne est déjà bien trop. Jedusor ironise que ce n'est évidemment que théorique et le souvenir s'arrête. Dumbledore est sous le choc. C'est au-delà de tout ce qu'il imaginait. Ça peut être n'importe quel objet, mais il est certain d'une chose, le journal de Tom Jedusor en était un. Mais aussi la bague des Gaunt que Dumbledore a retrouvée. Il a réussi à la détruire, mais en y laissant un maléfice s'emparer de sa main droite. Les 5 Horcruxes restants sont inconnus, cachés quelque part dans le monde. Mais Dumbledore pense avoir localisé le 3e. Le lendemain, alors qu'Harry arrive pour l'accompagner dans cette quête, il surprend une conversation entre Dumbledore et Rogue. Il lui dit qu'il ne veut plus le faire, mais Dumbledore dit qu'il ne reviendra pas sur sa parole. Rogue a accepté, il n'y a rien à ajouter. Rogue s'en va et Harry rejoint Dumbledore. Leur quête du 3e Horcrux va commencer, mais notre directeur le met en garde. Il devra suivre tout ordre qu'il lui donne sans discuter. S'il lui dit de se cacher, il se cache. S'il doit fuir, il fuit. S'il doit l'abandonner à son sort, il doit le
le faire. Harry se rend compte du danger qui les attend, mais accepte. Il transplane devant la grotte d'une falaise au bord de la mer. Dumbledore soupçonne Voldemort d'y avoir dissimulé un de ses Horcruxes. Et il a raison. En son cœur, au milieu d'un lac, se trouve un petit récipient d'un liquide étrange. Harry et Dumbledore comprennent qu'il faut le boire pour révéler l'Horcrux. Dumbledore se dénonce pour le faire et rappelle à Harry les conditions qu'il a acceptées au début. Dumbledore sait que le liquide pourrait le paralyser, le rendre fou, le supplier d'y mettre un terme. Mais Harry doit lui faire avaler de force si besoin. Dès sa première coupelle, Dumbledore est pris de convulsions, comme si les ténèbres et la douleur s'emparaient de lui. Il le supplie d'arrêter, mais Harry est obligé de lui faire boire jusqu'à la dernière goutte. Le cœur déchiré, il finit par y arriver et l'Horcrux apparaît dans le récipient. Dumbledore demande de l'eau à Harry, mais en voulant en récupérer dans le lac, il réveille des créatures terribles, des Inferi. Ce sont des morts vivants réanimés par la magie noire. Mais Dumbledore connaît leurs points faibles, il arrive à récupérer sa baguette et fait apparaître une tempête de feu pour sauver Harry et partir de cette maudite grotte. De retour dans la tour d'astronomie, Harry et Dumbledore découvrent une école envahie par les Mange-Morts, menée par Bellatrix Lestrange et par le loup-garou Fenrir Greyback. C'est Malfoy qui les a fait venir avec l'armoire à disparaître de la salle sur demande. Drago a réussi à la réparer tandis que l'autre était chez Barjo et Burke. Ça leur a servi de portail. Dumbledore a tout juste eu le temps de demander à Harry de se cacher, piégé au sommet de la tour d'astronomie, notre directeur affaibli et désarmé par Drago. Il s'apprête à le tuer après lui avoir montré la marque des ténèbres qu'il porte sur son bras. C'est à ce moment-là que Bellatrix et les Mange-Morts débarquent au sommet de la tour. Même sous la pression de sa tante, Drago n'a pas le courage de tuer Dumbledore. C'est finalement Rogue qui apparaît pour respecter son serment inviolable. Dumbledore demande à Rogue de l'aider et des éclairs de lumière verte sortent de sa baguette sous les yeux impuissants d'Harry. Dumbledore bascule et tombe de la tour d'astronomie. Les Mange-Morts fuient l'école après avoir fait apparaître la marque des ténèbres dans le ciel, avoir dévasté l'école et incendié la cabane d'Hagrid. Les Mange-Morts sont rattrapés par Harry. Dites-vous, dans le livre, il y a toute une bataille au sein de l'école. Mais là, on a surtout la scène où Harry tente d'attaquer Rogue avec le sort de Sectum Sempra. Mais il le contre en un coup de baguette et lui révèle que c'était lui, le prince de sang mêlé. C'était son manuel de potions quand il était étudiant. Peu après, les élèves et les professeurs, réveillés par le vacarme, découvrent choqués le corps sans vie de Dumbledore. Agenouillé auprès de la dépouille du directeur, Harry pleure la perte d'une nouvelle figure paternelle. Mais il récupère l'Horcrux de Voldemort, déterminé à aller au bout de la quête qui a coûté la vie de Dumbledore. Le lendemain, Harry montre le médaillon à Ron et Hermione. En réalité, il s'agit d'un faux et qu'un certain Érabé a laissé un message à l'intérieur à l'intention du Seigneur des Ténèbres. Il lui dit qu'il avait déjà trouvé le véritable Horcrux avec l'intention de le détruire. Nos héros décident de ne pas retourner à l'école l'année prochaine pour continuer la quête que Dumbledore a confiée à Harry. Ils veulent trouver tous les Horcrux restants pour tuer Voldemort une bonne fois pour toutes. Durant l'été, Harry va avoir 17 ans, l'âge de la majorité chez les sorciers. Et en devenant adulte, ce qui est risqué, c'est que la protection de sa mère va se lever. Jusqu'alors, c'était la présence de sa sœur, la tante Pétunia, qui continuait à protéger Harry au cas de Private Drive, puisqu'elles sont du même sang. Et pour pas que les Mange-Morts ne les interrogent sous la torture, ils vont décider de quitter leur iconique maison. Ce qui est trop dommage dans le film original, c'est qu'ils ont coupé 2 scènes qui amenaient beaucoup de profondeur chez les Dursley. Une en particulier entre Harry et Pétunia. Leur première vraie conversation entre tante et neveu. Elle explique à Harry qu'elle sait de quoi Voldemort est capable. Que cette nuit-là, il n'était pas seul à perdre une mère. Elle a perdu une sœur. C'était le seul moment des films où on comprenait que Pétunia avait un vrai rôle d'équilibre entre le monde magique et Moldu. Mais ils ont décidé de la laisser comme la tante têtue et mauvaise. C'est pareil pour Dudley. Lui aussi a droit à sa scène coupée qui montrait l'évolution du personnage. Sur le départ, il est étonné de laisser Harry derrière eux. Ils se font leur adieu d'une poignée de main inédite. Il lui fait même comprendre qu'il n'a aucune rancœur envers lui, qu'il ne prenait pas inutilement de la place. C'est dingue d'entendre ça quand on revoit le petit filou qu'il était petit. Mais bon, de retour au film, les amis d'Harry ainsi qu'une partie des membres de l'Ordre du Phénix arrivent juste après le départ des Dursley. Il faut emmener Harry au terrier en toute sécurité. Ils sont certains que des Mange-Morts les attendent dehors. Ils lui expliquent leur plan. 6 d'entre eux prendront la forme d'Harry avec du polynectar pour empêcher les Mange-Morts de trouver le vrai héros. Cette expédition portera le nom de la bataille des 7 Potters. Et il y aura des morts.
Hedwige, la fidèle chouette d'Harry, est atteinte par un sortilège et meurt en protégeant son maître. C'est terrible, ça arrive si vite dans le film, comme en temps de guerre en fait. Et après avoir échappé de peu à Voldemort et ses fidèles, Harry et Hagrid réussissent à atteindre le terrier en passant les protections qui ont été mises en place par l'ordre. Les autres reviennent petit à petit, George a perdu une oreille au cours de l'affrontement et ils apprennent par Bill Weasley, l'aîné de la famille, la mort de Maugrey Folleuil. C'est un énorme choc pour Harry. Ses amis ont accepté sans aucune hésitation de se sacrifier pour lui et ils sont prêts à le refaire s'il le faut. Mais c'est trop de responsabilité pour notre héros. Dans la nuit, il commençait à partir pour ne plus leur faire courir de danger et aller détruire les Horcruxes seul. Mais c'est Ron qui le raisonne et lui fait comprendre que c'est une guerre qui concerne tout le monde avant tout. Le lendemain, alors que le mariage de Bill et Fleur allait se tenir pour tenter de pallier l'horreur de la guerre, le nouveau ministre de la magie, Rufus Scrimgeour, rend visite à notre trio pour leur remettre les legs de Dumbledore. Lui pour le coup, il est chaud comparé à Fudge. C'est l'ancien directeur du bureau des aurores. À la lecture du testament de Dumbledore, il fait la distribution de son déluminateur à Ron, le livre des contes de Biddle le Barde à Hermione, et à notre héros, le vif d'or qu'Harry a failli avaler lors de sa première partie de Quidditch. Mais aussi l'épée de Godric Gryffondor, bien qu'il ne peut pas lui la donner parce qu'elle n'appartenait pas à Dumbledore lui-même et que de toute façon, l'épée reste introuvable depuis son décès. Le soir venu, le trio assiste au mariage de Bill et Fleur. Mais la fête est très vite interrompue par l'arrivée du patronus de Kingsley Shacklebolt, annonçant la mort de Rufus Scrimgeour et la chute du ministère de la magie. Au final, il n'aura pas tenu longtemps. Il est maintenant dirigé par les fidèles de Voldemort, même le nouveau ministre de la magie est un mange-mort qui est sous le sortilège impardonnable de l'Imperium. Un sort terrible qui permet de contrôler quelqu'un comme une marionnette de façon intraçable. Dans les livres, on comprend encore plus l'importance de ce sort qui crée de réels pantins au service de Voldemort n'importe où dans le monde. Ça crée une paranoïa chaotique générale. Les mange-morts débarquent au mariage pour tout détruire, mais Lupin force notre trio à s'enfuir alors que la bataille fait rage. Hermione parvient à transplaner en emportant Harry et Ron avec elle. Ils atterrissent au beau milieu de Londres et sont très vite retrouvés par deux mange-morts dans un café moldu. En fait, c'est parce que le nom de Voldemort est à nouveau soumis au sortilège du tabou, permettant aux mange-morts de localiser quiconque prononce son nom. À l'époque de la Première Guerre, Voldemort utilisait déjà ce sortilège. C'est pour ça que tout le monde continue de craindre de le prononcer. Nos héros apprennent qu'il a rétabli ce sortilège et sont forcés de se cacher dans la maison de Sirius, ancien QG de l'Ordre du Phénix, dont Harry a hérité. Ouais, dans les livres, on apprend qu'Harry hérite de beaucoup de biens de Sirius, avec aussi son elfe créature, Buck, etc. Mais franchement, ce serait vous perdre de tout expliquer. On va s'en tenir à la version des films. D'ailleurs, en visitant les chambres de Sirius et ses frères, il tombe sur la chambre d'un certain Regulus Arcturus Black. RAB, c'est lui qui s'est emparé du véritable Horcrux et a laissé le message. Nos héros essaient de comprendre comment le frère de Sirius a pu voler le véritable Horcrux, mais ils sont surpris par Créature. Maintenant que son maître est Harry, il est obligé de lui obéir, même à contre-cœur. Il lui avoue qu'il connaît ce médaillon. Dans le film, on apprend simplement que RAB lui a demandé de détruire après sa mort et que l'elfe n'y est pas parvenu. Et pour bien que vous compreniez, je vais vous résumer rapidement la réalité des faits avec les livres. Regulus, sous la pression familiale des Blacks, est devenu mange-mort à son tour. Il faut dire qu'il était aussi impressionné par la grandeur de Voldemort, mais il s'est vite rendu compte de ses atrocités, notamment avec ses créations d'Horcrux. Et Créature, bien que sous les ordres de la famille Black, a été forcé par Voldemort à cacher l'Horcrux du médaillon de Salazar Serpentard dans la caverne. Mais RAB trahit Voldemort et en buvant le poison, il le récupère en échange de sa vie. Il a demandé à Créature de détruire à sa place tout en cachant une réplique pour que Voldemort ne se doute de rien. Le pauvre elfe n'a pas réussi à le détruire et quoi qu'il en soit, de retour au film, Créature explique que maintenant c'est un certain Mundungus Fletcher qui l'a volé. Ouais, je ne vous ai pas encore parlé de ce personnage, dites-vous que grosso modo c'est un escroc ce gars. Mais il fait tout de même partie de l'ordre, parce que sa position est idéale. Il jongle entre les personnes justes et les milieux malfamés. Mais bon, c'est à double tranchant. À cause de lui, dans le livre, Harry se fait attaquer par les détraqueurs en 5e année. Il avait abandonné son tour de garde secret au 4 Private Drive pour profiter d'une bonne affaire. Il s'est même amusé à voler l'héritage de Sirius à Harry après sa mort. Pire, pendant la bataille des 7 Potters, Maugrey était en duo avec lui pour le surveiller. Et quand il est mort, Mundungus n'a pas hésité à fuir en transplanant. Harry ne perd pas une seconde et ordonne à Créature de le retrouver en espérant récupérer
le véritable médaillon Horcrux. Il transplane et revient aussitôt avec Mondingus et Dobby. Il a prêté main forte à Créature et le voleur affirme que c'est Ombrage qui lui a repris le médaillon. Et ouais les gars, on s'est pas vraiment débarrassé de cette VIP. Ils vont devoir lui voler le médaillon en plongeant droit dans la gueule du loup, le ministère de la magie. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. C'est un véritable outil de propagande pro-Voldemort gangrené d'idéologie anti-Moldu. Surtout qu'ils impriment en masse des avis de recherche d'Harry Potter. Sans compter leur commission d'enregistrement des Némoldus et les chasses au sang de bourbe avec les troupes de rafleurs. Quand je vous disais que l'idéologie de Salazar Serpentard pouvait rappeler les heures les plus sombres de notre histoire, là on est en plein dedans. Tout peut être comparé avec la Seconde Guerre mondiale de notre monde. Quoi qu'il en soit, nos héros n'ont pas le choix s'ils veulent en finir avec Voldemort. Ils commencent leur plan très risqué en prenant l'apparence de 3 employés à l'aide de Polynectar. C'est la galère parce qu'ils doivent tenir leur jeu de rôle sans même le connaître. De son côté, Harry parvient à trouver le bureau d'Ombrage qui est maintenant à la tête de la nouvelle commission d'enregistrement des Némoldus. Quelle surprise! En s'infiltrant dans son bureau, Harry trouve des avis de recherche de membres de l'ordre, avec des croix sur Maugré et Dumbledore. Il la retrouve durant un procès injuste d'une Némoldu, mais nos héros arrivent à s'emparer du médaillon qu'elle tenait autour du cou. Ils s'enfuient tant bien que mal avec leur Crux. Après la fuite du ministère qui ne passe pas inaperçu, ils commencent alors leur long périple à la recherche des Horcruxes restants. Harry continue ses visions étranges à travers Voldemort, dont un dans lequel il voit Gregorovitch, le fabricant de baguettes le plus connu de l'Europe de l'Est, se faire interroger puis tuer par Voldemort. Il serait à la recherche d'une baguette toute particulière, mais Gregorovitch se l'est fait voler il y a longtemps par un certain Grindelwald. Quant au vrai médaillon, nos héros se montrent eux aussi incapables de le détruire. Ils sont contraints de le porter à tour de rôle, et quand vient celui de Ron, il est le plus affecté par la part de Voldemort qu'il renferme. Il devient très mauvais et odieux auprès de ses 2 amis. Il finit par aller trop loin, et Harry lui hurle de partir. Ron s'exécute et nos héros sont plus désemparés que jamais. Malgré leur sombre situation, Harry et Hermione essayent de ne pas perdre espoir. Comme Dumbledore le disait si bien, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Et pour ça, Harry veut aller à Godric Hollow. Il pense qu'il pourrait s'y cacher un Horcrux car c'est le village d'enfance de Godric Gryffondor. Bien que dangereux, Harry finit par convaincre Hermione. Après s'être recueilli sur la tombe de Lily et James Potter et avoir observé la maison des Potter en ruine, Harry et Hermione rencontrent Bathilda Tour-de-Sac, une célèbre historienne de la magie et amie de Dumbledore. Ils espèrent obtenir des informations sur les Horcruxes ou sur Dumbledore pour les aider dans leur quête. C'est très vague comme piste, mais c'est la seule qu'ils ont. Alors ils décident de la suivre, mais en réalité, c'était un piège. La vraie Bathilda a été assassinée par Nagini, le serpent de Voldemort, et avait pris son apparence. La baguette d'Harry se cache durant l'attaque et il frôle la mort avant de transplaner. Résultat des courses, ils n'ont rien appris de plus, ils n'ont plus aucune piste, et Harry a même perdu de quoi se défendre. Mais la nuit tombée, Harry aperçoit un Patronus en forme de biche devant lui. Il la suit et elle le guide à un lac gelé dans lequel il découvre l'épée de Gryffondor. Il plonge, mais le médaillon tente de l'étrangler sous l'eau. C'est Ron qui fait son retour et le sauve juste à temps. Ensemble, ils réussissent à détruire le médaillon Horcrux grâce à l'épée et leur amitié est rétablie. En fait, c'est grâce au déluminateur que Ron les a retrouvés. Il ne sert pas qu'à éteindre les lumières. Quand il l'a actionné, une boule de lumière s'est échappée et est rentrée dans le cœur de Ron. En transplanant, il savait qu'il retrouverait ses 2 amis de toujours, et c'était le cas. Petit à petit, on comprend l'utilité des legs farfelus de Dumbledore. Et par contre, le deuxième, on comprend toujours pas. Le livre du conte des 3 frères. À quoi va leur servir un bouquin? Pour comprendre ça, sachez que l'expédition à Godric Hollow n'avait pas l'air aussi vaine que ça. Hermione a pu mettre la main sur une lettre que Dumbledore avait envoyée à Grindelwald dans leur jeunesse. Il faut savoir que les 2 sorciers étaient très proches à l'époque. Seulement, plus tard, Grindelwald a très mal tourné. À un point où c'était le plus grand mage noir avant l'époque de Voldemort en gros. Mais ce qui intrigue nos héros, c'est la présence de ce signe en bas de la page, ils ne font que de le voir. Au cimetière de Godric Hollow, sur la devanture de la boutique de Gregorovitch, dans le fameux livre du conte des 3 frères, mais surtout, le père de Luna Lovegood avait un pendentif avec ce signe au mariage de Bill et Fleur. Hermione convainc les garçons, ils n'ont aucune idée d'où se trouvent les derniers Horcruxes, alors autant tenter cette piste-là en allant rendre visite au père de Luna. Mais il a l'air étrangement bizarre. Bien que ce soit une spécialité des Lovegood. Luna n'a même pas l'air à la maison, mais ils arrivent à obtenir des infos sur le signe. C'est celui des reliques de la mort. Elles tiennent leurs origines de ce fameux conte des 3 frères. C'est très important de connaître l'entièreté du conte, mais rassurez-vous, il est court et passionnant. Il était une fois 3 frères.
qui voyageaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Ils finirent par atteindre une rivière trop dangereuse pour être traversée. Mais les 3 frères connaissaient bien l'art de la magie, et d'un simple coup de baguette, ils firent apparaître un pont. Alors qu'ils allaient traverser, une silhouette encapuchonnée leur barra le passage. C'était la mort. Et elle était furieuse. Furieuse car d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais la mort était rusée. Elle fit semblant de féliciter les 3 frères pour leur magie et leur dit qu'ils avaient droit à une récompense pour s'être montrés aussi malins. Le plus âgé des frères lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. Alors la mort lui en fit une avec une branche d'un sureau qui se trouvait là. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus et lui demanda le pouvoir de ramener les morts à la vie. Alors la mort ramassa une pierre de la rivière et la lui donna. Puis elle s'adressa au troisième frère, un homme humble. Il demanda quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans que la mort puisse le suivre. La mort, à contre-cœur, lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Le premier voyagea jusqu'à un lointain village où, grâce à la baguette de sureau, il tua un sorcier avec lequel il s'était querellé autrefois. Enivré par le pouvoir que la baguette de sureau lui donnait, il se vanta d'être invincible. Mais une nuit, un autre sorcier vola la baguette et, pour faire bonne mesure, lui trancha la gorge. Et ainsi, la mort prit le premier frère. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui et prit la pierre qu'il tourna 3 fois dans sa main. Dans sa plus grande joie, la fille qu'il avait espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément apparut devant lui. Cependant, elle resta triste et froide car elle n'appartenait pas au monde des vivants. Rendu fou par un désir sans espoir, le deuxième frère se tua afin de la rejoindre. Et ainsi la mort prit le deuxième frère. Quant au troisième frère, la mort le chercha pendant de nombreuses années mais ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement quand il lui atteint un grand âge que le plus jeune des frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie et ils quittèrent cette vie comme des égaux. La baguette de sureau, la plus puissante baguette jamais fabriquée, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité. Ensemble, elles forment les reliques de la mort. Ensemble, elles font de vous le maître de la mort. Mais les gars, je vous préviens, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager la théorie la plus folle de tout Harry Potter à mes yeux. Elle fait passer la légende du conte des 3 frères à la réalité de 3 personnages de la saga. Par contre, alors que nos héros tentent de remercier Monsieur Lovegood pour toutes ces informations, il devient de plus en plus bizarre et n'accepte pas qu'ils repartent. On comprend que les partisans de Voldemort ont enlevé Luna à cause de son soutien à Harry. Représentant son seul espoir de retrouver sa fille, il prononce le nom du Seigneur des Ténèbres et les Mange-Morts débarquent. Ils détruisent la maison d'une violence inouïe, mais notre trio arrive à transplaner à temps pour s'échapper. Mais le transplanage ne peut pas toujours les sauver. Ils tombent nez à nez avec une troupe de rafleurs prêts à les cueillir. Ils finissent par se faire capturer pour se faire emmener au ministère. Mais Hermione a tout juste le temps de lancer un maléfice à Harry pour déformer son visage et le rendre méconnaissable. Les rafleurs pensent tout de même que c'est Harry et décident de les emmener au QG de Voldemort dans le manoir des Malfoy. En même temps, Harry a une nouvelle vision. Il voit Voldemort obtenir des informations auprès de Grindelwald. La baguette qu'il recherche serait enterrée avec Dumbledore dans sa tombe. C'était la baguette de sureau. C'est très mauvais signe ça. Voldemort aura bientôt une des 3 reliques de la mort. Arrivé au manoir des Malfoy, Bellatrix Lestrange et Lucius demandent à Drago d'identifier Harry si c'est bel et bien lui. Mais Drago affirme que ce n'est pas le cas malgré la pression des Mange-Morts. Bellatrix en profite même pour récupérer l'épée de Crodric Gryffondor à l'un des rafleurs qui l'avait trouvée dans le sac d'Hermione. Elle enferme Harry et Ron tandis qu'elle va torturer Hermione. Elle est folle de rage. Elle dit que l'épée était dans sa chambre forte à la banque Gringotts. Sous les cris de douleur d'Hermione, les garçons retrouvent dans leur prison Luna, Gripsec et Ollivander. Même Dobby débarque dans la prison en transplanant. Mais oui, c'est un elfe de maison, il n'est pas soumis aux protections magiques lui. Il emmène Ollivander et Luna chez Bill et Fleur à la chaumière au coquillage, puis libère Harry et Ron de la cave en laissant Queue de Verre inconscient. Bon, en vrai, c'est censé être sa mort dans les films. C'est vraiment pathétique. Mais vous allez être choqués de sa vraie mort dans les livres. Vous vous rappelez qu'il a donné sa main droite à Voldemort pour qu'il ressuscite. Il lui avait créé une protège magique en argent, mais c'était pas du tout par charité. C'est le Seigneur des Ténèbres dont on parle. En fait, Harry rappelle à Pettigrew qu'il lui doit une dette de vie. C'est quand même lui qui lui a sauvé d'une mort certaine contre Lupin et Sirius en 3e année. Queue de Verre est pris de pitié et s'apprêtait à les libérer. Mais la main magique que Voldemort lui a faite permettait de détecter un acte de trahison. D'un coup, elle le prend en coup et l'étouffe jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est horrible.
est bien plus noir et raccord au personnage que la mort stupide des films. De retour dans le salon des Malfoy, une bataille éclate contre Bellatrix et Lucius. Mais Dobby fait diversion et Harry peut récupérer la baguette de dragon de Bellatrix et de Petit Gros. Harry, Ron et Hermione sont à nouveau armés et Dobby emporte alors nos héros et Gripsec en transplanant. Mais cette saloperie de Bellatrix lance un poignard qui disparaît avec eux. Ils atterrissent à la plage de la chaumière aux coquillages, mais Harry s'aperçoit que Dobby a été touché par le poignard de Bellatrix. L'elfe de maison que nous connaissons depuis 5 ans se meurt dans les bras d'Harry. Dobby dit être heureux d'être avec ses amis dans cet endroit magnifique. Il est heureux d'être avec son ami Harry Potter. Il lui creuse une tombe sans utiliser de magie et met Dobby en terre. Mais en temps de guerre, nos héros ont à peine le temps de pleurer Dobby, Voldemort profane la tombe de Dumbledore et récupère sa baguette. La baguette de Suro, la plus puissante du monde. L'une des 3 reliques de la mort. Harry, Ron et Hermione continuent malgré tout leur quête des Horcruxes, mais s'intéressent aussi aux reliques de la mort et décident d'interroger Gripsec. En fait, on le connaissait déjà un peu parce que c'est lui qui avait amené Harry à son coffre-fort avant sa première année à Poudlard avec Hagrid. On apprend que c'est Rogue, qui est maintenant devenu directeur de l'école, qui a placé une réplique très convaincante de l'épée dans le coffre-fort de Bellatrix. Harry demande à Gripsec de l'aider à y rentrer. Elle était trop furieuse envers Hermione pour qu'il n'y ait pas d'Horcrux. Gripsec accepte en échange de l'épée de Gryffondor. Puis c'est au tour d'Ollivander d'être interrogé par Harry. Le célèbre fabricant de baguettes leur explique que les baguettes qu'ils ont désarmées n'appartiennent plus à leurs possesseurs, Bellatrix, Drago et Queue de Verre, mais bien à eux maintenant. Pour mener à bien leur intrusion à Gringotts, Hermione prend l'apparence de Bellatrix Lestrange grâce au polynectar. Décidément, heureusement qu'elle avait préparé du stock avant de partir. Et puis, en plus de ça, elle avait gardé un cheveu de Madame Lestrange. Pratique. Ron, lui, n'a qu'à se faire pousser une barbe et les cheveux par magie, et il passe pour un parfait inconnu. Après bien des épreuves, ils arrivent enfin à la chambre forte de Bellatrix, qui est pleine de trésors. Harry finit par ressentir une part de Voldemort dans la coupe qui appartenait à Helga Poufsouffle. Vous vous rappelez, je vous avais dit que dans les livres on voyait un souvenir de Tom Jedusor où il l'avait volé à une vieille dame en plus du médaillon de Serpentard. Mais alors qu'Harry tente de s'en rapprocher, un sortilège de duplication se lance à chaque contact avec les objets de la pièce. Harry parvient quand même à attraper la coupe du bout de l'épée, mais Gripsec profite de l'occasion pour les abandonner en l'échangeant contre la coupe. Pour ne rien arranger à la situation, il les balance aux autres gobelins et nos héros tombent sur un dragon qui garde la chambre forte. La sécurité débarque et Hermione partage son idée folle aux garçons de s'enfuir à dos du dragon. Ils n'ont pas d'autre choix et finissent par détruire toute la banque de Gringotts. Au moins, ils s'échappent sains et saufs. Mais Harry ressent aussitôt la peur de Voldemort. Ça y est, il a compris qu'ils en ont après les Horcruxes. Et dans une colère noire, il tue tout le personnel de Gringotts. Il a l'air de vouloir surprotéger son serpent Nagini. Mais Harry voit aussi à travers l'esprit de Voldemort qu'il a envie de protéger quelque chose à Poudlard, en lien avec la Dame Grise, le fantôme de la maison Serdaigle. Mais ils pourront pas rentrer comme ça par la grande porte. Maintenant, c'est Rogue le directeur de Poudlard, et il a imposé un régime de terreur et de torture avec ses acolytes de sang pur. Alors nos héros veulent tenter de s'infiltrer depuis Préolard. Ils doivent absolument retourner dans l'école pour détruire les 2 derniers Horcruxes et avoir une chance de battre Voldemort. Sans grande surprise, dès qu'ils arrivent au village, des mange-morts les recherchent activement, mais c'est Abelfort Dumbledore, le frère de l'ancien directeur de Poudlard, qui les sauve. Il les aide à rejoindre l'école depuis un passage secret derrière le tableau de leur défenseur, Ariana Dumbledore. Ouais, je suis désolé, mais en résumant toute la saga, je dois faire des choix. Je vous conseille vivement de lire les livres pour apprendre toute la folle histoire des Dumbledore et la jeunesse de notre directeur préféré. C'est Neville qui les rejoint pour les amener tout droit dans la salle sur demande de Poudlard. C'est là que l'armée de Dumbledore se réfugie maintenant depuis plusieurs jours. Il leur explique sa quête des Horcruxes, mais d'un coup, tous les élèves de l'école se retrouvent convoqués par Rogue. Il les avertit que toute aide ou soutien apporté à Harry Potter sera très sévèrement puni, élèves comme enseignants, comme si c'était pas déjà le cas. Mais Harry sort de la foule et fait face à Rogue. Il est suivi par l'Ordre du Phénix avec une classe incroyable. Harry lui demande comment il ose se tenir là où il se tenait, lui qui l'a regardé droit dans les yeux ce soir-là, juste avant de le tuer, cet homme qui lui faisait confiance. Ouah, les frictions. Rogue reste muet et dégaine sa baguette, mais McGonagall prend la défense d'Harry. Elle lui lance des sorts très puissants et Rogue reste sur la défensive. Il les fait rebondir sur les 2 acolytes et s'enfuit avec leur baguette. Un semblant de soulagement revient à Poudlard avant que la voix sifflante de Voldemort ne lance un ultimatum. Il demande aux élèves de livrer Harry Potter en échange d'épargner tout le monde.
Mais à part quelques serpentards, personne n'est prêt à le livrer à Voldemort. Harry demande à McGonagall de lui donner le plus de temps possible pendant qu'il part interroger la Dame Grise. Tous les élèves et professeurs s'activent pour préparer la défense du château de l'attaque imminente de Voldemort et ses troupes. Je vous dis les gars, rechargez votre stock de popcorn et de mouchoirs pour qu'on attaque ensemble la conclusion épique et pleine de révélations de la saga. McGonagall lance le sort Pierre Totum Locomotor. Toutes les statues de pierre du château prennent vie et se mettent en marche dans leur devoir de protection du château. Pendant ce temps, Harry interroge la Dame Grise. Elle s'appelle Helena Serdaigle. C'est la fille de la fondatrice Rowena Serdaigle. Il soupçonne que l'Horcrux ne soit le diadème de Serdaigle, mais Helena a du mal à donner sa confiance. Voldemort aussi lui avait demandé l'emplacement du diadème quand il était étudiant, et depuis, il l'a transformé en Horcrux. Mais Harry finit par la convaincre de son intention de le détruire, et elle lui révèle qu'il serait dans la salle sur demande. Dans sa version débarras d'objets, là vous vous rappelez, comme en 6ème année avec Drago. Alors que Voldemort et son armée commencent à attaquer les protections magiques de l'école, de leur côté, Ron et Hermione pénètrent dans la chambre des secrets pour récupérer des crochets de basilic. Mais oui, Harry avait pu en détruire un avec en 2ème année. Hermione détruit la coupe de Poufsouffle, puis Ron et elle s'embrassent avant d'attaquer la guerre terrible qui les attend. Voldemort ressent aussitôt la terrible douleur de perdre une nouvelle partie de son âme et défonce la protection de l'école en un seul coup de la baguette de Suro. Ça y est, la bataille de Poudlard commence. Rafleurs, mages noirs, trolls des montagnes, détraqueurs, araignées, c'est une guerre sans merci qui fait rage dans l'enceinte de Poudlard. Mais en utilisant sa nouvelle baguette, Voldemort se rend compte qu'elle lui résiste. Alors que le chaos règne à présent dans le château, Harry, Ron et Hermione foncent dans la salle sur demande. Notre héros met enfin la main sur le diadème de Serdaigle, mais Drago Malfoy et ses compères Goyle et Zabini lui barrent la route. Ouais, pour l'anecdote, le frérot qui jouait Crabbe a été arrêté en possession de stup. C'est un serpentard même dans la vraie vie. Harry demande à Drago pourquoi il n'a pas avoué à Bellatrix que c'était lui dans le manoir des Malfoy. Il l'a protégé. Drago est désemparé et Goyle déclenche un feu démon qu'il n'arrive plus à contrôler. Nos trois héros parviennent à s'échapper juste à temps avec des balais volants. Alors que les trois serpentards allaient y rester, nos héros décident de sauver Malfoy et Zabini. Goyle, lui, meurt calciné par son propre feu. En même temps, il a tenté de lancer un Avada Kedavra sur Hermione juste avant. On débat. En sortant de la salle, Harry détruit le diadème Horcrux avec un crochet de basilic avant que Ron ne jette l'objet dans le feu au moment où la salle se referme derrière eux. Harry ressent à nouveau la même douleur que Voldemort et il le voit mettre Nagini en sécurité. Notre héros force son esprit à entrer en contact avec Voldemort pour trouver sa cachette. C'est le hangar à bateaux de l'école. Nos héros courent pour s'y rendre, mais en traversant le champ de bataille, ils font face à toutes les horreurs qu'ils ont affrontées durant leurs années à Poudlard. Un troll des montagnes, des araignées, un loup-garou, puis des détraqueurs. Quel beau clin d'œil. Ils arrivent au hangar à bateaux et assistent à un échange entre Voldemort et Rogue. Vous savez qui pense que la baguette de Suro lui résiste parce qu'il n'en est pas le véritable maître. Et il a raison, celui qui tue le propriétaire d'une baguette en gagne sa possession. Et Rogue a tué Dumbledore. Voldemort le remercie pour ses loyaux et fidèles services, mais affirme que seul lui peut vivre éternellement. Nagini se jette sur Rogue et il finit à l'agonie sous les yeux encore impuissants de nos héros. Voldemort transplane et Harry, Ron et Hermione arrivent à temps pour le dernier souffle de Rogue. Il dit à Harry de récupérer ses larmes pour les mettre dans la pancine et lui demande de le regarder une dernière fois. Tu as les yeux de ta mère. Ce seront les dernières paroles de Rogue, mais l'horreur de la guerre n'attend pas. Voldemort parle à nouveau dans l'esprit de chacun pour annoncer qu'il retire ses troupes. Il veut qu'Harry constate chaque personne morte pour lui et veut qu'il vienne dans la forêt interdite pour se rendre. En revenant au château, c'est un désastre sans nom. Fred Weasley, Lupin et Tonks sont morts dans la bataille. Sans compter plusieurs élèves et d'innombrables blessés de guerre. C'est la goutte de trop pour Harry. Il va se rendre dans la forêt interdite, mais avant ça, il va observer les souvenirs de Rogue en versant ses larmes dans la pancine. Et les amis, sachez que je vais vous résumer ce qui se passe, mais s'il vous plaît, il faut que vous alliez la regarder en entier cette scène. C'est d'une révélation, d'une beauté. Je l'ai revu pour faire cette vidéo et j'ai encore pleuré. En fait, les souvenirs de Rogue révèlent à Harry qu'il était bel et bien du côté de Dumbledore. Il a toujours été amoureux de Lily Potter. C'était lui l'espion mange-mort qui avait partagé le début de la prophétie à Voldemort. Mais il ne pensait pas qu'il viserait le fils de sa bien-aimée. D'autres personnes pouvaient aussi correspondre à ce que disait la prophétie. Conscient d'avoir livré malgré lui son amour de toujours à la mort, il a passé sa vie à tenter de se racheter en étant agent double pour le compte de Dumbledore. Il savait que Voldemort reviendrait d'un jour ou l'autre. Rogue a passé toutes ces années à protéger l'enfant d'un homme qu'il a toujours détesté et d'une femme qu'il a toujours aimée.
mais il a demandé à Dumbledore que personne ne connaisse cette vérité. Harry lui rappelait l'arrogance et la fainéantise qu'il détestait tant chez James Potter. Mais en même temps, quand il le regardait, il voyait la femme qu'il aimait. Imaginez un peu la torture que c'était. Le meurtre de Dumbledore n'était qu'un stratagème d'ailleurs, pour permettre à Rogue de gagner la confiance du Seigneur des Ténèbres. Il était de toute façon condamné à mourir au cours de l'année depuis que la bague Horcrux des Gaunt lui avait maudit la main. Mais Harry apprend surtout qu'il est lui-même condamné à mourir. Cette nuit-là, lorsque le sort de Voldemort a ricoché à cause de la protection de Lily, une parcelle de son âme s'est installée en Harry. C'est lui le 7e Horcrux. Ce n'est pas un hasard s'il peut parler au serpent, s'il peut voir dans l'esprit de Voldemort. Rogue était sous le choc. Il reproche à Dumbledore d'avoir élevé Harry comme un porc destiné à l'abattoir. Il lui révèle qu'il a fini par avoir de l'affection pour lui avec son Patronus, le même que celui de Lily, une biche. Sachez qu'il n'y a qu'un seul moyen de changer l'animal totem de son Patronus, après avoir vécu un choc émotionnel énorme. Et vous vous rappelez pas d'une biche qui a guidé Harry à retrouver l'épée de Gryffondor dans le lac gelé ? Oui, depuis toujours, Rogue protégeait Harry. Et vous vous rappelez en première année de la première question que Rogue lui a posée en cours de potion ? Qu'obtient-on quand on ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise ? Et je vous avais dit qu'on en reparlerait à la fin de la vidéo. Alors en soi, ça crée un somnifère très puissant, mais on s'en fout de ça. Il y a un double sens avec la floriographie, le langage des fleurs. C'était souvent utilisé à l'époque victorienne pour transmettre des messages délicats ou des émotions que l'on ne pouvait pas verbaliser ouvertement. Et si on décortique la phrase de Rogue, l'asphodèle est associé au souvenir, au regret et à la douleur du passé, tandis que l'armoise renvoie aux peines de cœur, à l'absence ainsi qu'à la séparation. Donc c'est une sorte de condoléance en message codé que Rogue a fait à Harry. Pouah, voilà. C'est pour ça que je suis amoureux d'Harry Potter. C'est peut-être plus compliqué de faire aimer au début quand tout est joyeux, qu'on dirait un énième film de sorcier pour enfants. Et alors là, c'est d'une noirceur, d'une complexité émotionnelle. Les personnages sont d'une profondeur. Comment ne pas être fan de Rogue maintenant ? Mais bon, je vous ramène à une réalité bien plus glaçante. Il est essentiel que Voldemort tue Harry de sa main pour détruire sa part d'âme en lui. Et Harry est résigné. Il doit se livrer à Voldemort. Mais sur le chemin, il croise ses deux amis de toujours et leur annonce son destin funeste. Ils se font leurs adieux et après lui, il ne restera plus que Nagini et Voldemort en personne. Mais vous vous rappelez du dernier legs de Dumbledore, le Vif d'Or ? Eh bien, sachez qu'ils sont enchantés pour se rappeler de la première personne qui les a touchés. Et dans le cas de celui-ci, c'était Harry avec sa bouche. Il met le Vif d'Or sur ses lèvres et il dévoile son contenu. Dumbledore y avait caché la pierre de résurrection, l'une des 3 reliques de la mort. Elle était à la base sur la bague des Gaunt. Il voit alors apparaître ses parents, Sirius et Lupin. Harry s'excuse auprès d'eux, mais vas-y, j'aurais voulu voir Rogue moi, ça aurait été incroyable une conversation entre deux. Mais même dans les livres, ça n'arrive pas. Ils vont l'accompagner avec lui jusqu'à la fin, lui qui se présente face à Voldemort. Hagrid est horrifié, mais Harry accepte son destin. Des éclairs de lumière verte déchirent la nuit. Harry se réveille dans un monde parallèle. Il retrouve Dumbledore comme un vieil ami et lui explique que Voldemort n'a fait que de tuer la part de son âme qu'il renfermait. Et que Harry est finalement bel et bien vivant. Et c'est là que je vais vous demander de vous rappeler du conte des 3 frères. Je vous avais dit que je vous parlerai de la théorie la plus folle de tout Harry Potter à mes yeux. Retenez bien ce passage, je vais tout vous révéler dans quelques minutes. J'ai encore besoin de vous expliquer une dernière chose. Harry revient à lui dans le vrai monde et il sera sauvé par l'amour d'une deuxième mère, Narcissa Malfoy. Elle doit vérifier qu'Harry est bien mort et en échange d'avoir la confirmation que Drago est encore en vie, Narcissa fait passer Harry pour mort. Il est transporté dans les bras d'Hagrid jusqu'à la cour de l'école. Voldemort triomphe de la mort de l'élu et demande à chacun de se rallier à lui ou de mourir. Drago est forcé par son père de les rejoindre, mais Neville fait de la résistance. Il fait preuve d'un courage dingue et dégaine l'épée de Gryffondor du Choixpeau. Harry saute des bras d'Hagrid et Voldemort pète un câble. Certains Mangemorts en profitent pour déserter alors qu'un ultime combat a lieu entre Voldemort et Harry dans tout le château. De leur côté, Ron, Hermione et Neville tentent d'en finir avec Nagini. En même temps, Molly, la mère des Weasley, se débarrasse de la plus fidèle des partisanes de Voldemort, Bellatrix. Et d'un acte héroïque, Neville protège Ron et Hermione en coupant Nagini en deux. Le dernier des Horcrux est détruit. Voldemort peut mourir. Il lance un Avada Kedavra et Harry riposte avec le sort de désarmement Expelliarmus.
Je vous embête une dernière fois avec les livres, les films ont favorisé un 1v1 épique, là où dans les livres, c'est surtout Harry qui fait toutes les révélations à Voldemort. Il lui explique que Drago avait désarmé Dumbledore avant que Rogue ne le tue. Donc la baguette ne lui obéit toujours pas, elle obéissait à Drago. Mais Harry avait désarmé Malfoy à son tour dans le manoir des Malfoy quelques jours plus tôt. Donc la baguette de Suro appartient à Harry. Il lui explique aussi la protection que sa mère lui a donnée, qu'il était le dernier Horcrux, que Rogue était un agent double au service de Dumbledore. En fait, c'est Harry qui est devenu malgré lui le maître de la mort. Voldemort nie tout ce qu'Harry lui révèle. Il refuse même l'appel à la rédemption que notre héros lui propose. La baguette de Siro n'obéissant toujours pas à Voldemort et étant de plus en plus affaiblie, son propre Avada Kedavra et le sort de désarmement d'Harry se retournent contre lui. Le Seigneur des Ténèbres est mort. Et d'ailleurs, le film lui donne une mort très théâtrale et spectaculaire. Mais c'est contre-productif en réalité, et peut-être un cadeau en soi pour lui. Dans les livres, ils expliquent bien qu'il est un cadavre comme un autre. Ça montre qu'il n'a pas réussi sa quête d'immortalité et qu'il est mort comme n'importe quel homme. Et là, je peux vous parler de la folle théorie d'Harry Potter avec le conte des trois frères. Vous vous rappelez que le premier frère est mort dans une quête de pouvoir avec la baguette de Suro? Ça ne vous rappelle pas Voldemort? Et le deuxième frère qui s'est conduit à la mort par amour de sa défunte bien-aimée? Ça ne vous rappelle pas Rogue? Et le troisième frère qui a accueilli la mort comme une vieille amie? Ça ne vous rappelle pas Harry avec Dumbledore dans l'au-delà? Et oui, Voldemort, Rogue et Harry seraient les trois frères. Et Dumbledore incarnerait la mort du conte des trois frères. Ça ne reste qu'une théorie, même si J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, l'adore et trouve qu'elle colle très bien. Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, mais la voir d'une façon symbolique. D'autant que les trois frères étaient de vraies personnes de l'univers d'Harry Potter en réalité. Mais je vous laisserai vous rapprocher des livres pour en savoir plus. En tout cas, tout le monde a l'air de savourer la victoire malgré les pertes conséquentes. Nos trois héros se retrouvent seuls sur le pont de l'école et Harry leur révèle qu'il est le propriétaire de la baguette de Suro. Ron est bouche bée, ils sont invincibles avec ça. Mais Harry prend une décision radicale. Il la casse en deux et la jette au loin. C'est sûrement bien mieux comme ça. Quiconque avait cette baguette finissait par mourir. Il regarde au loin et tout est enfin fini. Ils peuvent enfin souffler et profiter d'un avenir serein. 19 ans plus tard, nous les retrouvons à la gare de King's Cross. Harry avec Ginny, Ron avec Hermione, ils conduisent chacun leur enfant au Poudlard Express. On voit même Drago en paix avec lui-même, avec sa femme et son enfant. La boucle est bouclée. Un énorme merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que j'ai réussi à vous faire ressentir des émotions de fou et vous faire aimer, découvrir ou redécouvrir l'univers d'Harry Potter. Si vous voulez me remercier, il vous suffit de mettre un like et à me partager votre retour en commentaire. Mille merci et à bientôt pour une prochaine aventure.